Salut Ludovic! Bonjour! Bonjour, bon matin. Peu importe à quelle heure il faut regarder ça. Là. Il est peut-être le soir, il est peut-être comme notre invité, il est peut-être 2h30 du matin si tu viens de te lever. Moi, tu serais-tu capable de te lever à 3h du matin tous les jours? À tous les jours, non. Mettons, je le fais une fois. Ouais, parce qu'il faut que tu partes. Faut que je parte en vacances. Ouais. Faut que je parte en vacances. Ou tu es sur un tournage qui est ouais, tôt, tu sais, ça ou se genre fait. à chasse. Ouais. Je le fais. Mais genre, je m'endors à 1h. Non, ouais. Quand je sais qu'il faut que je me lève tôt, je dors pas. Ouais, moi avec. Ça me stresse comme faut que je dorme. Je suis incapable. On est pareil là-dessus. Moi aussi, je suis incapable de gérer ça. Mais notre invité aujourd'hui, on a été très... c'est très intéressant. On a été, tu sais, comme François Lambert, là, on va le nommer. Qui François était là. Lambert. On parle de CV, là. Tabarouette. Lui, il t'en a tout un, là. Ah ouais. Mais il n'y a pas eu tant de jobs. Non. Ses expériences sont hyper intéressantes. C'est un gars qui voulait se créer sa propre job, être son propre boss, puis il nailed it. Man, c'est d'une résilience incroyable. Moi, pour vrai, j'aurais jamais été capable de gérer le stress que cette carrière-là occure. Là, l'entrepreneuriat, tu sais, on est des entrepreneurs dans ce qu'on fait, là, mais hey, mais pas tu sais. Perdre 50 000 en 2 semaines, là, non, c'est ça. Capoté. Vous allez triper sur l'entrepreneur François Lambert que vous avez connu peut-être à Big Brother ou vous connaissez par... il y a eu des passes un petit peu plus que les gens, tu sais, étaient un peu choqués, des passages de François Lambert sur les réseaux sociaux. Ouais, peut-être que vous l'avez connu là aussi. Un souper presque parfait. Un souper presque parfait, c'est vrai. Pour vrai, c'est un gars super attachant, il est super gentil. Et pour vrai, quand il a dit « je veux pas être prof », les élèves en entrepreneuriat manquent de quoi. Ah ouais, mais ça. Ah ouais. Je pense que j'irais faire un cours juste pour l'entendre parler de business encore. On a eu beaucoup de fun. Ludo, notre page YouTube. Ouais, notre page YouTube, it's growing. Il y a plein de monde qui s'abonne. Les vidéos, ils prennent de l'ampleur. C'est vraiment le fun. Fait que continuez à vous abonner. Regardez ça, à partager, à vous abonner à la chaîne. Like, subscribe and share. Ouais, exactement, comme les vrais YouTubeurs font. Aussi, Patreon encore qui roule. Merci aux abonnés. Merci aux gens qui s'abonnent. Ça l'aide le podcast. Donc, on est très contents. C'est disponible partout. Il y a du monde qui me demande est-ce que c'est disponible sur Spotify. C'est disponible partout. Pense à une plateforme qui offre des podcasts. Il est là. Ouais, pour vrai, je pense qu'il n'y a pas de plateforme qu'on n'est pas dessus. On est même sur Cube Radio. On est sur Cube Radio aussi. C'est ça. Fait que non, c'est facile à trouver. Si tu le trouves pas, c'est que ça ne te tente pas. C'est correct. T'es pas obligé, mais c'est sûr qu'on va être off. Mais Patreon, c'est important. Vous voyez, là, il y a des plexiglas, des micros. Ça a tous des coûts. Ouais, il y a une équipe de 100 personnes en arrière du rideau aussi. Là, fait que, 100 personnes, 3-4 recherchistes. Ah ouais, 3-4 recherchistes. Smoke Machine, les Stuntmen. Il y a un stuntman. On a un craft pis tout. Après, on a une loge. Tu sais, fait que, on a des amandes, les biscuits, les amandes, c'est ça. C'est Dom Pérignon. Nous, on commence pas la journée sans avoir vu un 1922. Ouais. Ça a coûté cher. Bon, mais regarde, si vous voulez qu'on se paye un 1922, abonnez-vous au Patreon, la chaîne YouTube. Bon épisode avec François Lambert. T'es aussi ludovic.ca pour des spectacles qui s'en viennent. Ouais, ludovic.ca. Ouais. Toi, Christophe? J'ai pas de site encore. Christophe Duféry sur Facebook. Pas mal ça. La page de Midi 8, mon agence. On a fait des spectacles. Mon agence, ludovic.ca. Ouais, ludovic.ca. Une couple de festivals cet été. Pas grand-chose. Assez tranquille cet été. C'est tranquille. Mais soyez à l'affût. Sur Christophe Dupéry, sur Facebook, vous allez voir toutes mes dates. Au pire, si c'est tranquille, écrivez-moi en privé, je vais vous donner son adresse pour que vous ayez voir sa maison. Ouais. Rien qu'à suivre ma blonde, vous allez voir ma maison. Bonne écoute avec François Lambert. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Hey Ludo, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Je suis très excité de recevoir notre invité cette semaine. Oh my God. Comme je disais au téléphone, c'est comme notre premier invité qu'on a, tu sais, comme pas de la vie, là, parce qu'on est rendu à une douzaine d'épisodes, mais tu sais, c'est notre premier invité qui est pas, tu sais, du milieu humoristique, du milieu de la chanson, mais tu sais, un entrepreneur né. Puis c'est dans ton ADN depuis longtemps, là, on s'en est parlé hier. Oui. Moi, je voulais rien faire d'autre qu'être entrepreneur. Il y en a qui deviennent chanteur, pompier, joueur de hockey. Moi, c'est entrepreneur. Mais vous l'avez reconnu, François Lambert. Salut François. Salut. Merci de m'inviter, les gars. Mais comme ça,
entrepreneur, pourquoi? Pour la liberté, pour faire ton horaire, pour l'indépendance? Ben, quand j'étais jeune, je voyais les entrepreneurs. On appelait pas ça des entrepreneurs, hein, parce que c'est entrepreneur avant, c'était en construction. C'était mal vu, le mot entrepreneur. Mais je voulais être mon boss. On appelait ça, il faut être son boss. Et je regardais mon grand-père qui était son boss. Il avait l'air d'avoir de la liberté. Mon père aussi. Il n'y avait pas d'horaire de bureau. Il se promenait. Après ça, j'ai rencontré le vétérinaire qui venait parce qu'on est déménagé sur une ferme. Puis tous ces gens-là que je voyais, je me disais, ils ont bien une belle vie, eux autres. Ils sourient, puis ils sont de bonne humeur, puis ils vont voir les clients. Je dis, c'est ça que je veux faire. Fait qu'à 5 ans, moi, c'était... Je dis 5 ans parce que je me souviens pas avant. C'est ça. Mais c'était que ça que je voulais faire. C'est la liberté un peu. Vraiment. C'était carrément la liberté, mais tu sais, en vieillissant, puis à un moment donné, bon, ça prend du temps avant de devenir entrepreneur, trouver ta voie. Et quand tu te lances en affaires, tu fais comme, oh, OK, j'en ai pas de liberté. Mais tu en as une. Tu as la liberté de dire, je vais choisir par où que je m'en vais. Exact. Mais tu n'en as pas de liberté de temps. S'il y a quelque chose que tu perds en te lançant en affaires, c'est le temps. C'est le temps. Mais, c'est prenant au bout, là. Mais c'est ta passion. C'est ça. Tu comptes pas les heures. Mais tu comptes pas les heures, tu sais. Je veux dire, tu fais de l'humour, tu fais du chant, mais si tu te pratiques puis tu tripes ce que tu fais, à un moment donné, tu regardes et tu dis, il est 3 h du matin, je vais me coucher. Mais c'est un peu la même chose en entrepreneur. Moi, je cherche toujours des nouvelles idées, comment rejoindre les clients, comment développer un nouveau produit, quel produit qui est hot. Donc, je passe ma journée... Ça spin, non-stop. Ça spin non-stop et depuis toujours. Tu sais, j'ai essayé parce que j'ai vendu mon entreprise, mon centre d'appel qu'on avait lancé en 2003. Je l'ai vendu en 2012. Et j'ai essayé de prendre du temps pour moi. La retraite? C'était comme une... Ah ouais? Okay. Tout le monde, moi, j'étais à la retraite. C'est vrai, ça se peut, François Lambert à la retraite? Ben, je l'ai essayé. Ouais, c'est ça. Puis, pour me rendre compte que c'était mes années les plus misérables. Ah ouais, OK. Je m'ennuyais. T'as besoin de t'occuper, Ben, je m'ennuyais, je me disais, OK, mais je fais quoi? OK, je vais aller m'entraîner. Bon, parfait, c'est quoi mon but? Bon, ben, j'ai bien du temps, ben, je vais faire une compétition. Bon, j'ai fait les championnats du monde des PDG. Les PDG les plus en forme de la planète. Ah ouais? C'est bien nice. Il y a une compétition de tout. Il y a une compétition de tout. Je vois ça. Mon associé me dit, hey, on l'a fait dessus. Parfait, on s'est entraîné comme des fous. Tu sais. Ah ouais? Hein? On était 25, ils sélectionnaient que 25 parce que c'était pour. C'était télévisé. Donc, avec le parcours, il ne pouvait pas avoir plus que 25 personnes. Il fallait avoir un chiffre d'affaires d'au moins 10 millions. Et moi, je suis arrivé là, j'étais persuadé que j'étais pour gagner parce que j'étais un bon coureur, un bon nageur. Mais la première compétition, c'est une compétition de vélo. Et là, j'ai vu qu'il y avait Simon Lessing qui avait gagné le triathlon aux Olympiques à Londres. OK, ben voyons donc. Là, j'ai fait comme, OK, c'est quoi cette affaire-là? Là? C'était une compétition extrêmement tough. J'ai fini 7e. Quand même. Mais tu sais, ça revient à la même chose qu'être en affaires. Tu sais. Je m'étais mis des objectifs sans connaître ma compétition. Je me disais, écoute, je suis bon là-dedans. C'est vrai que j'étais très bon coureur, très bon nageur, un assez bon cycliste. Mais quand tu ne te compares pas avec les autres, c'est facile de dire, tu vas gagner. Mais non, là, après ça, la première journée, j'ai fait comme, OK. J'avais fini premier Spartan Race, j'avais fini 11e en vélo. J'étais 4e overall après la première journée. J'ai fait wow, quand même. Quand même. La course, j'ai fait comme, OK, il y a des machines ici. Ah oui, c'est ça. Tu sais, s'il y a des championnes du monde. Oui, il y avait un gars qui avait essayé les Olympiques en natation. Il y avait lui et Simon. Ah ouais, c'est comme, ça. OK, il faut que je me batte comme ça. Mais on s'adapte, on revoit nos objectifs. Mais c'est une belle expérience. Je cherchais des nouveaux défis parce que je me disais, mais écoute, tu sais, c'est fou parce que quand je dis on est entrepreneur, il y a des entrepreneurs qui viennent entrepreneurs parce qu'ils veulent faire de l'argent. Et puis, by the way, j'aime ça l'argent. J'aime ça comme tout le monde. Quand j'étais jeune, là, je voulais me lancer en affaires pour la liberté, mais la liberté d'être riche. La liberté financière. Là. Ben oui, tu sais. Ben oui, c'est qui est normal. Mais puis il y en a d'autres qui se lancent en affaires parce que ils veulent faire que de l'argent. Mais ça, t'en fais jamais assez. Puis ça, j'ai découvert ça quand j'ai travaillé au gouvernement. J'ai travaillé au gouvernement pendant 5 ans avant de me lancer en affaires, avant de venir à Montréal. Il y a une fille avec qui je travaillais, j'aimerais tellement la revoir aujourd'hui, cette fille-là. Puis à un moment donné, je disais, hey, je viens d'avoir une promotion. J'étais parti comme de 24 000 par année. On est en 90. OK. Et j'ai un nouveau poste d'analyste financier. Je gagne 42 000 par année. Moi, je suis millionnaire. C'est le bout de la merde. Non, je suis millionnaire. C'est fait, là. C'est fait. Écoute, j'ai 24 ans. Je gagne 42 000. 1% du 1%. Là, j'en ai assez. Puis elle me dit, François, elle étudie en psychologie. Puis elle dit, François, elle dit, le type de personne que tu es, tu n'auras jamais assez d'argent parce que c'est pas l'argent qui te drive dans le monde. C'est ça. J'ai fait comme, ben non, j'en ai assez. Ouais. Puis à la fin, j'ai réfléchi, puis je pense toujours à cette phrase-là.
encore aujourd'hui... Ça t'a marqué, là. Ben oui, parce que c'est vrai que c'est pas l'argent qui me définit. Non, c'est ça. Tout le long que je lançais des entreprises, ben on arrachait financièrement. Ah ouais, clairement. C'est difficile au début. Là. Puis, puisque je travaillais pas pour l'argent, c'est comme 4-5 ans plus tard, j'ai été m'acheter une montre à 8 000 $. OK. Vraiment, une niaiserie, puis j'ai fait comme... Aïe, aïe, ça me dérange même pas. Et c'est là que je me suis rendu compte, OK, j'ai atteint un objectif que je voulais d'avoir la liberté financière, mais qui n'était pas mon but. Je me suis rendu compte que c'est pas ça. Ultimement, c'était pas ça qui te drivait. Des entreprises, puis bon, j'ai passé par l'étape de nouveau riche, là. Ouais. Ça a duré peut-être 3-4 ans dans ma vie. Puis après ça, je me suis dit, c'est pas les bébelles qui me définissent, c'est pas l'argent. Mon but, c'est de bâtir. Je suis un bâtisseur et je vais rester bâtisseur toute ma vie. C'est ça. Mais il y a de quoi d'impressionnant, tu sais, admettons, si on se colle à ton CV, là, tu sais, toi, admettons, tu viens de, tu sais, t'as grandi à Laval, après t'es parti à Notre-Dame de la Pipe, là, maintenant, ton chalet que tu me disais est là-bas. Oui, exactement. Mais toi, tu viens vraiment, tu sais, malgré que, on va en parler plus tard, que tu sors, tu sais, toi, t'as vendu une compagnie de télémarketing, puis maintenant, t'es dans le commerce au détail. Oui. Toi, tu viens vraiment d'un milieu rural. Oui. Tu sais, c'est très, toi, ton père avait une ferme. Oui, mon père élevait des moutons. On avait à peu près 300-400 moutons, mais mal organisés. Là. Ah ouais? Ouais, Des moutons mal organisés? Mais non, mais c'est parce que c'était... Le berger qui était mal organisé. Je pensais que ça sert à les compter le soir avant de se coucher. On n'était pas riches, mais vraiment pas riches. Disons, on était pauvres. OK. Vraiment pauvres. Ah ouais, OK. Et mon père avait l'ambition de grandir, mais il se prenait mal. On va dire les vraies affaires. Ah ouais. Puis on avait des moutons dans toutes les granges abandonnées. Fait que le matin, avant d'aller à l'école, il fallait faire le train dans 3-4 bâtiments séparés. C'était complexe. Et j'aimais pas cette vie-là. Okay. C'était pas... J'aimais la terre, j'aime l'ambiance autour, mais pas la misère. Ah ouais. Et moi, je voulais me pousser de ça là, quand j'étais allé au cégep. Là, la minute que je ne pouvais pas, que je n'étais pas obligé de revenir à la ferme, j'étais heureux. Mon père n'était pas content, il venait de perdre une paire de bras. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'étais heureux, là, cette misère-là ne m'intéressait pas. Puis je pensais jamais revenir à la terre. Parce que bon, je suis parti de là, puis mes premiers jobs, ben, c'était sur les terres des autres personnes. Ouais. J'avais 14 Les voisins, ans. genre? Les voisins, puis ils voyaient que j'étais prudent. J'avais une maturité qu'un jeune de 14 ans n'avait pas. Parce que moi, j'avais toujours un but dans la vie, de réussir. Et je voulais pas perdre la confiance des gens. Et je voulais jamais... Puis je regarde mes deux garçons, c'est la même chose. Ils veulent pas les savoir, puis c'est des bons travaillants. Et bon, on me faisait confiance, donc on me faisait conduire des tracteurs des autres compagnies, des autres fermiers. Parce que tu ne pourrais pas être tracteur à un jeune de 14 ans. Ben non. Puis là, ben, je le faisais pour d'autres personnes. Puis à un moment donné, j'étais bien payé. Je faisais mon père, je faisais l'autre voisin, j'allais faire l'autre voisin. Puis je travaillais tout le temps, mais j'avais de l'argent. Puis j'étais heureux. Ouais, c'est ça me permettait d'acheter de la bière en cachette parce que mon père... mon père était le président du comité des loisirs à Notre-Dame-la-Paix. Okay. Et il y avait un festival qui s'appelait le Festival La Patate. Et on avait 14 ans et on voulait acheter de la bière. Si tu veux apprendre à boire, ce que tu ne sais pas. Fait que puisque j'avais de l'argent, ben, j'envoyais des chums acheter la bière à mon père. Mon père, lui, était cool, il en vendait il savait pas que c'était pour son gars, finalement. Ben non, mais il l'a su plus tard parce que moi et mon cousin, on est revenus pas mal sous. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il est scrap à la maison. On est revenus pas mal scrap à la maison. Il a compris qu'on en avait acheté. Ah ouais, c'est ça. Que le cercle vicieux revenait. La bière revenait vers toi. Exactement. Rapidement. Mais c'est ça, tu sais, avant de recommencer sur les terres, tu sais, comme François Lambert, comme tout le monde, était là au primaire, au secondaire. Ouais. Et moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire. Tu sais, au primaire, tu as fait comme 3 écoles différentes. Une année, tu t'es ramassé dans une école hyper catholique à Saint-Émile de Suffolk. Est-ce que je me trompe? Non, mais c'est ça, parce qu'on venait de déménager. Mon père était grossiste pour les 5-10-15. Vous autres, vous n'avez aucune idée c'est quoi. Non. Mais c'est l'ancêtre des Dollarama, les 5-10-15. C'était des kiosques un peu partout dans les dépanneurs, puis un peu partout. Et mon père, lui, ben, il faisait venir de Taïwan des bébelles à 10 cents. Donc, imaginez-vous, les bébelles à 10 cents, là, comment... Puis c'était made in Taiwan. Aujourd'hui, on en voit moins de made in Taiwan, mais c'était très populaire. C'est vrai? Quand j'étais jeune. Niveau petit jouet, bibelot, là, je me souviens quand j'étais jeune. Là, des niaiseries. Mais 5, 10, 15, c'est 5 sous, 10 sous, 15 sous? Exactement. Ah ouais? OK. Fait que, tu sais, bon, mon grand-père avait ça, mon père l'a racheté de son père, mais il n'aimait pas ça. Fait qu'il a vendu à l'âge de 33 ans, puis on est allé sur une terre. Okay. Ben, je me souviens, moi, on partait d'une place, une belle maison à Laval, et là, on arrive vraiment le temps d'une paix, mais encore plus reculé.
On part d'une place où chacun des enfants, des 4 enfants, on a chacun une chambre, à 4 enfants dans la même chambre. Et sur une terre. L'eau chaude, elle n'existe pas. Il faut la faire bouillir. Donc, ben voyons non, on tombe dans la misère, mais mon père vit son rêve. Puis nous, ben, tu es enfant. Vous le suivez. Tu poses pas de questions, là. C'est peut-être plus ma mère qui s'est posé des questions qu'est-ce qu'on fait ici. M'ennuie de Laval, c'est rare que tu dis ça. Puis là, ben, je suis parti d'une école à Laval à une école à Saint-Émile-de-Suffolk. Saint-Émile-de-Suffolk, la première, deuxième, troisième année était là. Moi, j'arrive en deuxième année. Mais là, j'arrive d'une place où on ne faisait pas la prière, moi, à Laval. Non, c'est ça. Ah ouais. Là, on arrive, là, tu fais la prière. Avant de manger, tu récites je vous salue Marie, pleine de grâce, merci pour ce repas, puis tout ça. J'ai fait comme tard. Qu'est-ce que c'est ça? Je pleurais en arrivant chez nous. Mais quand tu sais pas, quand tu viens pas de là. Tu fais 1 heure d'autobus, t'es perdu. J'ai beau avoir 7 ans, là, mais je comprends que là, je suis dans un autre monde. Oui, c'est ça. Tu perds tes repères. Là, complètement. Là. Oui, tu perds des... C'est comme si tu reviens 20 ans plus tôt. Tu sais. Ben, moi j'avais connu que la première année à Laval. Ouais. Dans le modernisme, et là, je tombe dans un mode hyper catholique sévère. Tu t'assois droit, tu te fais taper ses doigts, puis moi, ben, je ne sais pas à ce moment-là que je suis TDAH. Donc, j'étais un enfant turbulent dans les classes, moi. Je suis TDAH, mais les TDAH diagnostiqués dans ce temps-là, qui avaient du Ritalin, c'était ceux qui avaient des problèmes d'oppression, là. C'est vraiment de violence, et pas des enfants turbulents parce que c'était juste un tannant. C'est ça. Moi, j'étais juste hyper tannant, mais je voulais pas me faire pogner. Fait que je faisais toutes sortes d'inventions. Moi, je rêvais, là, j'étais assis, puis je me disais, c'était plate. Tu t'emmerdais, c'est ça? Et je me disais, bon, faudrait que je me lance en affaires. Qu'est-ce que je pourrais faire? Fait que... À 7 ans? C'est malade, ça. Moi, ça me fait capoter, ça. Honnêtement, je plaçais ma règle là, comme ça. Puis là, je mettais ça. Je disais, oui, ça. Qu'est-ce que ça va faire? Puis je pensais à ça toute la journée. Toute la journée, j'arrivais le soir, j'allais dans le hangar. Qu'on a démoli, j'ai pris une photo l'année passée, j'ai démoli cet hangar-là. J'allais là tous les soirs pour essayer d'inventer quelque chose. Parce qu'un entrepreneur, dans ce temps-là, c'était un inventeur. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu ne te lançais pas en affaires à moins d'avoir une invention. Là. Donc, j'essayais d'inventer. Mais bref, Saint-Émile-de-Suffolk, c'était tout un choc. J'étais là en 2e et 3e année. Après ça, on est allé à l'école centrale de Notre-Dame-de-la-Paix. Là, c'était la grande école. Là, je suis un grand. Là, je suis en 4e année. Mais je rencontre une professeure qui s'appelle Madame Larose. Là, je n'avais rien connu à Saint-Émile-de-Suffolk. Elle, j'aimerais ça la revoir. Ah ouais, hein? Juste pour dire. Une rencontre, là. C'est une bourreau. Okay. Tu sais, les règles en bois avec des choses de métal, mais elle ne tapait pas sur le côté qui pliait, là. C'était voyons donc. Ça, c'est à la grande école, en 4e année. Oui. Madame Larose, c'était d'une sévérité, là. Digne d'Aurore, l'enfant martyr. Ben voyons. C'est fou, mais quand même. C'était des anciennes méthodes. Oui, mais on remonte quand même pas en 1920. C'est ça, en 1976, années des Olympiques. C'est pas la première guerre, là, tu sais, mettons. Et celle-là, je pense que je la verrai aujourd'hui, puis j'aurais encore peur de ce professeur-là. Je dirais quand même que était vache. Mais il n'aurait pas fallu qu'elle soit à Big Brother, mettons. On aurait passé un mauvais regardant. Mais sauf que à Big Brother, tu peux pas dire ce que tu penses. Ouais, c'est ça. Tout ce que tu penses, là, que tu détestes quelqu'un, tu dis, ouais, mais c'est parce que si je lui dis, ben, elle a des alliés, elle va me le dire. Tu sais, tu peux pas. Non, tu règles tes comptes en sortant de là. Tu peux pas régler tes comptes dans la maison. Ceux qui ont voulu régler leurs comptes dans la maison sont partis. Oui, c'est ça, on l'a vu. Mais là, c'est ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait tellement rire quand on s'est parlé. Tu disais, tu sais, au secondaire, mettons, t'étais dans l'autobus, puis t'aimais pas ça, puis tu sais, comme c'était long, puis l'école, tu t'emmerdais un peu, puis... Mais là, toi, t'as fait, je vais spotter... Explique-le, tu spottais la plus belle fille, parce que t'avais comme un but, tu sais, toujours dans l'optique de comme réinventer quelque chose, ou si tout crache, là. Ben non, mais je me disais tout le temps, OK, mais si il arrive la fin du monde... Puis je suis tout seul avec une fille avec laquelle dans l'autobus. C'était des grands autobus. Fait que là, je me faisais un scénario. Et c'est drôle l'autre jour parce que j'ai revu la fille qui me faisait triper. Mais pas pour vrai. Il y a une femme qui est venue chez nous, puis elle a écrit un livre sur Notre-Dame-de-la-Paix. On s'entend, Notre-Dame-de-la-Paix, avec les rangs, on est à peu près 300 personnes. C'est un village qui ne devrait pas exister. Oui, c'est ça. Ben, il y a une station-service, donc elle existe. Parfait. La mairie est là aussi. Qui s'appelle Christine Lauzon. Et tout le long, c'était pas mal ma préférée d'année en année parce que c'était une belle fille. C'était ton crush. Aujourd'hui, puis c'est pas grave. Mais je la regardais, je me disais, ouais, c'est avec elle que je vais repeupler la Terre. Ah ouais? Et éventuellement, il y a
peut-être en 2014, je suis tombé sur une série à Fox qui s'appelle Last Man on Earth. Ouais. Et c'était exactement tous mes rêves. C'était ton scénario d'autobus. C'était vraiment le fun. Mais tu sais, t'as rien d'autre à faire. T'as 1h10, 1h15 d'autobus à faire tous les jours. T'es un garçon, dans l'une. La chauffeur d'autobus qui s'appelait Marjolaine, et elle conduit encore des autobus aujourd'hui, la dame, là. Et était extrêmement sévère, donc tu peux pas niaiser. Et tu rêves? Moi, j'étais un rêveur. Mais je rêve encore aujourd'hui, tous les jours, mais je rêve éveillé. Je rêve pas en couleur, mais là, je me disais, ouais, avec elle. Puis là, l'année finissait, je disais, oh my God, j'aurais plus de rêve à faire, je la verrai plus. Ouais, c'est ça. Tu t'attaches, tu sais, tu t'attachais, là. C'est drôle parce que, bon, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Et la semaine passée, je fais un direct à tous les soirs à 5 heures. Puis une fille commence à me parler. Je dis, écoute, toi, es-tu la Carole Saint-Pierre qui habite dans tel rang? Elle me dit oui. Ben, j'ai dit, je t'annonce que j'ai trippé sur toi. Le monde est petit. Non, mais c'est sûr que tu dois être une superstar là-bas, là, dans cette ville-là. Ben, superstar. Toute personne qui font de la télévision, comme toi, ou même, tu sais, je te connais moins un peu. Mais dès qu'on est un peu connu dans un petit village, les gens, ben, ils veulent te toucher. Non, mais c'est vrai. C'est le miracle qui est sorti de là. Maintenant, j'ai une entreprise dans ce coin-là. On embauche de 25 à 30 personnes. Je mets le village à la map à tous les jours. Fait que c'est sûr qu'il y a une fierté du gars qui revient. Mais une petite anecdote, la première journée que je suis sorti de Big Brother, bon, ça fait quand même depuis 2012 là, que je fais de la télévision, de la radio, un peu de tout. Et j'ai toujours eu les gens, ah, salut, je trouve ça cool, je suis pas d'accord avec toi. Mais en sortant de Big Brother, la première journée, j'étais allé faire mon épicerie. Impossible. Ah ouais, hein? Ah, là, c'était un autre niveau parce que là, les gens, ils m'ont vu tout l'hiver. Ils se sont comme Écoute. C'était intense, drôle. Ma blonde est partie faire l'épicerie, puis à la fin, ben, je t'allais la rejoindre dans l'auto. Pour vrai, hein? J'étais incapable d'avancer. Mais c'était le fun. Surtout le timing, tu sais, le timing de pandémie, tu sais, les gens étaient comme rivés sur leur TV. Big Brother a amené, c'était immense, tu sais. Ben oui, puis les gens, on était proches, puis là, on était en bobette, on souffle, on rit, on pleure. Les gens sont... Ben, c'est une télé-réalité. Ah ouais, c'est ça. Puis ça a été un hit. Mais normalement, les gens en campagne sont toujours... un peu détachés. Les gens à Montréal sont plus détachés. Ils te reconnaissent, mais ils font un semblant. Mais ça dérange pas. C'est parce qu'il y a plus d'offres. Oui, c'est ça. Tandis qu'en campagne, dans toutes les places où je vais donner des conférences, c'est sûr que si je vais prendre une bière après... C'est la folie, mais c'est correct. Tu t'en fais payer une vingtaine. Ouais, tu es obligé de demander à tes amis qui l'achètent à ton père. Là. Tu vas t'en faire payer. C'est un problème parce que quand je fais les salons du livre, surtout au Saguenay, ben, je vais toujours manger à la même place après. Et j'ai dit au serveur, maintenant, quand j'arrive, je dis, regarde, tes shooters, mets-moi de la liqueur là-dedans. Moi, je conduis après, je peux pas me taper 25 shooters. Non, c'est ça. C'est que, tu sais, l'intention est bonne, mais de m'amener. Ben oui, mais c'est ça. Les gens sont gentils, mais je peux pas me tuer. Je comprends. Et après, secondaire, tu étais là au cégep, puis toi, t'es rentré, tu sais, tout dans l'optique que tu voulais travailler, tu sais, comme entrepreneur ou, tu sais, dans le temps, inventeur. Premier rêve de job, c'est, tu l'as dit au début, vétérinaire. Oui. Tu sais, c'était ça ton but. Ben oui, parce que je viens d'une ferme et le premier, à part mon père et mon grand-père, que je vois comme entrepreneur, c'est le vétérinaire qui vient. Et le monsieur, c'est un Yougoslave. Ah ouais? Oui, oui. Et une grosse voix. Et lui, il est toujours de bonne humeur. Il fume des cigares, mais toujours de bonne humeur. Puis il est gros. Okay? Mais c'est sa joie de vivre qui m'impressionne. Et aussi, il y a une anecdote que je ne t'ai pas dit en pré-entrevue. Je voulais la garder pour ici. Wow. Il arrivait tout le temps, puis il me disait tout le temps, tous les fois qu'il venait, OK? Combien pour le petit garçon? Ben voyons donc. Là, mon père, il disait, ben on va négocier ça pendant que tu t'occupes des moutons, puis ben voyons donc. Après. Fait que moi, là, je suis là, j'ai 10 ans. Il y a un monsieur qui veut m'acheter. Mon père, il dit, on va en discuter tantôt. Ça a duré peut-être pendant 3-4 ans. Ben voyons donc. J'avais toujours un peu la chienne qui m'achète puis qui parte. Ben voyons donc. Tu sais, aujourd'hui, c'est le genre de joke qu'on peut pas faire. Mais il faut se remettre en contexte. Ben c'était drôle. Puis je me disais, ah, OK, le gars, là, il vient nourrir les moutons. Il est de bonne humeur. Il fume des cigares. Il veut m'acheter. Il mange ce qu'il veut. Puis mon père, il donne l'argent en partant. C'est la vie. Ça. À part acheter des enfants. Tout a un prix, hein. Tout a un prix. Fait que je trouvais ça cool. J'étais au cégep. Et... tu pars de la campagne drillé par tes parents. Ben ouais, complètement. Et là, tu arrives en ville et j'étais à Gatineau.
dans un environnement lousse. Ouais. J'habite chez un joueur de hockey qui joue pour les Olympiques de Hull. OK. Et c'est l'année de Luc Robitaille, ouais. ceux qui connaissent Les grandes années, oui. Et ils finissent ben trop de bonheur la saison, ils font pas les séries, et le party point. Fait que moi, je ne vais plus à l'école. Ouais, c'est Fait ça. que là, je me rends compte qu'étudier pour vétérinaire, ça devient impossible. Ouais, et de trop. deux, il faut le dire que j'étais toujours drivé. Tu sais, j'ai parlé des filles dans l'autobus. Là, les vétérinaires, dans ce temps-là, il fallait aller à Saint-Hyacinthe encore aujourd'hui, mais c'était 80% des hommes. Puis là, moi, je venais de découvrir les femmes. Là, moi, il faut se remettre en contexte. J'étais un grand de 6 pieds, 110 livres. Je pogne pas que les filles. Okay? Je les aime bien. Il y a juste un monsieur yougoslave qui veut t'acheter. J'ai des lunettes, j'ai des boutons, OK? Puis là, je suis avec des joueurs de hockey. On s'entend que j'ai aucune chance, même les restants là, de filles, les joueurs de hockey qui ne voulaient pas. Mais j'aimais les femmes pareil. Et je me disais, je peux pas aller pendant 5 ans étudier avec des hommes. Ça n'a pas de sens, j'aurai pas de fun là-bas. Maintenant, là, ceux que ça intéresse pour aller vétérinaire, c'est le contraire, c'est 80%. C'est ça, exact. Fait que j'ai changé complètement à cause de ça, mais ça m'a amené vers l'administration et la finance pour éventuellement, moi, je voulais être sur le parquet de la bourse. Mon premier rêve, c'est ça, c'était vraiment ça que tu voulais. Là. Oui, puis dans ce temps-là, c'était le loup de Wall Street. C'est dans ces années-là c'est vrai. Jordan Belfort. Jordan Belfort qui faisait la pluie et le beau temps. Ah, ouais. Et il y avait les pink sheets à ce moment-là. Justement, dans le film de loup de Wall Street, c'est avec ça qu'il fourrait le monde. C'était avec les pink sheets. Mais moi, je voulais pas fourrer le monde. Là. Je voulais faire cette vie-là sans les prostituées, sans la coke, sans fourrer le monde. Mais le trip, le film n'était pas sorti. Mais c'est ce que je voulais vivre comme trip, des rushs d'adrénaline. Moi, je ne marche qu'à l'adrénaline. Et c'est ce que je voulais faire. Mais en 87, il est arrivé un gros crash. Et en 89, quand j'ai fini, il n'y avait plus de job là-dedans. Un, c'était informatisé. Et les peu de jobs qu'il y avait, il n'y en avait plus. Donc, j'ai dit, bon, je fais quoi? Je rentre au gouvernement. Et au gouvernement, étant donné que j'avais déjà de l'expérience de travail, parce que je voulais être vétérinaire, puis je me ramasse finalement analyste financier au gouvernement. Mais entre ça, il y a une anecdote qui est importante. C'est ça que j'allais dire. Au cégep, tu t'es fait faire une petite passe-passe. Ah, une grosse passe-passe. Une grosse passe-passe. Mais tu sais, la résilience, des fois, tu dis, bon, je fais quoi? C'est ça. J'étudie en comptabilité, je suis fier. J'arrive l'été, on m'offre un poste, genre, je vois une description de tâche. 7 piastres de l'heure, comptable à Ken. 7 piastres. Ben voyons donc. Mais le salaire minimum était 4 piastres, là. Mais quand même. Fait que là, j'ai fait comme, aïe, c'est le double du salaire. Bon, OK, j'ai 25-30 km à faire. Ça se fait. C'est pas grave. Mais t'avais pas fini ton cours au cégep, là. Non, là, c'était un cours d'été. C'était je comprends. C'était un job d'été. Un job d'été, ouais. Et moi, je dis, c'est parfait, j'arrive là. On me dit, parfait, il faut faire monter un logiciel. Il y avait un informaticien qui est embauché aussi pour ça, comme moi. Et deuxième journée, on fait rien. On dit, coudonc, il n'y a rien à faire ici. T'sais. Et la troisième journée, elle nous donne une paire de ciseaux. En attendant qu'il y ait quelque chose à faire, pouvez-vous aller couper les fleurs des fraises? Voyons donc. Mais là, imaginez-vous à perte de vue. Imagine-toi, tu es en Alberta, là, puis tu regardes des des chandeliers. plaines, that's it. Moi, c'était juste ça. Aïe, de moi, perte de vue. Il n'y a pas de chiffre à compter, là. Il n'y a rien à foutre de comptabilité ni d'informatique. C'était une crosse. Oui, parce que c'était un scam. Oui, c'était une subvention qu'elle a eue, mais il fallait qu'elle crée des jobs en informatique et en comptabilité. Ça tentait pas de le dire dans l'entrevue? Non, parce que ça... Ça l'a attiré personne, j'attirerai pas personne. Tu sais, j'imagine que des jobs à 7 piastres de l'heure dans ce coin-là, ça courait pas les rues non plus, là. Il n'y en avait même pas à Montréal, ni à Gatineau. Ça allait minimum, était 4 piastres de l'heure. 4 piastres? Fait que moi, je disais, 7 piastres de l'heure. Puis là, on me donne une paire de ciseaux. J'aurais pu chialer. Vraiment. Mais de toute façon, je venais d'une ferme. Fait que mon père, moi, toute ma jeunesse, j'arrachais des clous après des vieilles granges. C'est ça. Fait que couper des fleurs, j'étais en vacances. Et t'es payé 7 piastres de l'heure. La vie est belle, là, tu sais. Fait que je coupe des fleurs. Je dis pas un mot. Puis à un moment donné, je me disais, il y avait des tracteurs, mais moi, tu sais, je vous l'ai dit tantôt, je conduisais des tracteurs pour d'autres personnes. Là-bas, j'avais pas le droit. Il y avait un gérant. Un gérant qui devait être plus qualifié que lui. C'est sûr que oui. Il venait d'apprendre. Ça devait être chicoté, là. Je disais pas un mot. Moi, tu sais, mais dans toutes les places que j'arrive, je prends pas ma place. Résilient, je gagne ma place. Exact. Je suis pas le gars qui... T'assumes pas que... Tu prends pas pour acquis, là. Je suis pas le gars qui arrive et dit, tosse-toi quand je suis qualifié là-dedans. Donne-moi une chance, puis je vais te montrer que ça ne viendra pas. Puis là, à un moment donné, il est pris avec un tracteur. Il me dit, tu viendrais-tu me donner un coup de main? Il dit, t'as juste à peser sa cloche. Puis je sais pas, j'aurais pu lui dire, hey, regarde, ça fait... J'ai 20 ans, ça doit faire 14 ans que j'en conduis tout seul. Mais je dis pas un mot.
Puis là, il essaie de me tirer, puis il n'est pas capable. Puis là, j'ai fait, regarde, on va changer de place, tu sais, ça va être plus facile. Puis là, à un moment donné, je l'ai sorti du trou, puis il a fait comme, OK, t'as déjà conduit ça? Ben oui, ça fait 14 ans, je chauffe ça. Fait que là, j'ai commencé à conduire des tracteurs, donc je venais de gagner la confiance, en galon. Mais le gars était, il s'appelait Roger Vaillant. Et Roger Vaillant, il fait même partie de mon livre, parce qu'il a fait partie de mon... Tu sais, le fait que j'ai dit oui, le gars avait une distribution de magazines, il y avait des librairies, et c'est un homme d'affaires à succès. Et quand il a vu que j'étais bon, résilient, pas chialeux, il me disait « Hey François, viendrais-tu travailler pour notre distribution de magazines? » On distribuait tous les magazines anglais et francophones dans la région de Gatineau, puis tout le Pontiac, Maniwaki. Et il y avait un logiciel, puis il me dit « Il y a un bug. » Je dis « OK, tu pourrais-tu le régler? » Mais il n'y a pas de Google dans ce temps-là. Non, c'est ça, tu fais figure it out. Je ne savais même pas c'était quoi le mot bug. Fait que j'ai demandé à mes chums, Denis Rossignol, je lui ai dit « Hey Denis, tu travailles en informatique, c'est quoi le mot bug? » C'est parce que ça ne marche pas. Je dis « OK. » J'ai ouvert le livre. OK? Pendant une semaine, j'ai ouvert le livre pour essayer de comprendre. J'ai appris à programmer et j'ai reprogrammé le système. Ben voyons donc. Et là, je suis parti d'une job à peu près 10 heures par semaine à travailler à temps plein. L'entreprise est partie de 300 000 de chiffre d'affaires à 5 millions en 2 ans. Et là, je me suis pensé big. Ah ouais, je là, je suis allé le voir, je disais, Roger, j'allais à l'école à temps plein. Je veux des parts, là. Non, mais là, je gagnais comme 24 000 par année. Et je lui dis, là, je pense que je vaux 30 000. Lui, OK. Non. Il m'a dit, pourquoi tu penses ça? Ben, je disais, regarde tout l'argent que je te fais faire. Tu sais, regarde tout ça. Alors, il dit, toi, tu ne calcules pas les dépenses. Je dis, non, puis de toute façon, je suis indispensable. J'avais dit ça. Ouais. Fait qu'il me dit, ben va-t'en chez vous. Bye. Moi, le lendemain, chez nous, je dis, il va me rappeler. Il va me rappeler. Arrête. Ben, j'attends encore. En fait, il est décédé maintenant. Il ne me rappellera jamais. Mais j'ai eu ma première leçon de faire, OK, c'est sûr qu'une entreprise peut dépendre d'une personne ou l'autre. Ça se peut qu'elle n'arrache. Oui, clairement. Mais il n'y a jamais personne qui est indispensable. Non, exact. Non, c'est Et ça, je l'ai appris tôt dans ma carrière. Et tant mieux, je le remercie pour ça. Puis même aujourd'hui, je l'utilise. Quand les gens se pensent indispensables, je dis, ben, pars en vacances, tu vas le voir, c'est indispensable. C'est ça. C'est tellement Mais c'est bon, ça, il y a de quoi, je trouve qu'il y a de quoi de beau. Tu dis que de partir en affaires, c'est dans ton ADN. Puis c'est comme cette personne-là devient comme la première personne que tu vois que son entreprise grossit, marche. Fait que tu sais, comme, j'imagine que tu t'es beaucoup fié à lui. Tu sais, de comme, moi, c'est comme ça. Ben, tu sais, pas. Tu as ce sentiment de liberté-là que toi, tu veux faire tes affaires, mais tu sais, c'est la première fois que tu as comme un modèle que c'est plus tangible que, mettons, ton père sur la ferme. Ou, mais là, c'est parce que je vois un entrepreneur qui me ressemble. Un bâtisseur d'entreprise. Et qui laisse de la liberté aux gens. Parce que, tu sais, pour bâtir des entreprises, tu ne peux pas le faire toi-même. Il faut que tu laisses de la liberté aux gens avec qui tu travailles. Puis il m'en laissait quand même énormément. Et j'étais responsable d'avoir monté tout ce réseau-là. Mais c'était pas mon entreprise. Puis il me payait déjà bien compte tenu des circonstances. Et il n'avait pas aimé que j'aille le menacer. J'aurais de l'arrogance. Une autre approche. Ben, c'est ça, j'étais devenu arrogance. Et il y a toujours une mince ligne entre la confiance et l'arrogance. Je suis confiant dans la vie, mais dès qu'on tombe dans le côté arrogant, ben, tu perds beaucoup. Et j'étais tombé dans le côté arrogant quand j'étais le voir. Puis il me dit, ben, out. Ouais, c'est ça, va-t'en. Puis. C'est quand même une claque dans la face, là. C'est quand une claque. Parce que j'imagine que tu pensais réellement que t'étais. Moi, j'étais. T'étais convaincu. Toi, dans ta tête, t'allais l'avoir, le 6 000 de plus, là. Puis même à ça, il m'en offrirait plus, là. OK. C'était des peanuts que tu il faisait un deal. Je faisais un deal, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et tu sais, dans la croissance, tu sais, il faut payer nos employés très bien. Et moi, c'est ma philosophie de bien payer les employés. Mieux, si on peut, que la compétition. Mais à un moment donné, une entreprise, pour grandir aussi, se doit de faire des profits, se doit de réinvestir. Et les employés qui deviennent trop gourmands, à un moment donné, il faut que tu le dises, relax. Il y a un moment pour chaque chose. C'est ça. Et c'est pas le moment à l'occasion. Fait que si un jeune François Lambert écoute, et admettons qu'il travaille chez, je sais pas, il travaille chez Fido, puis là, il dit, moi, je veux rentrer demain, aller voir mon boss, donne-moi 6 000 de plus. Fait que le conseil que tu peux leur donner, c'est... dans les grosses entreprises, c'est plus compliqué. Mais dans les petites entreprises où ça se négocie, ben, tu sais, il faut que toujours tu arrives. Tu sais, les gens, souvent, même dans les réunions d'année avec les employés, ils m'amènent puis ils disent, j'ai fait des heures. Moi, les heures, là, je ne veux rien savoir. OK? Ça ne m'intéresse pas le nombre d'heures que tu fais.
Ce que je veux savoir, c'est tes réalisations. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, honnêtement, qu'un employé est payé 37h30 puis il en fait 30, là. Hey, je suis heureux, là. C'est ça. Ouais, mais tant qu'il l'a fait, ouais. Fais-le. Ouais. Moi, ce qui est important, c'est les réalisations. Puis quand un employé me dit, ben j'ai fait tant d'heures, moi, je lui dis, je veux pas savoir combien tu m'as coûté. Qu'est-ce que tu as fait, c'est Je veux ça? savoir combien tu m'as rapporté. Ah ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour l'entreprise? Si tu es rentable pour l'entreprise, je vais t'augmenter à l'infini. OK. OK, j'ai pas de limite d'augmenter quelqu'un. Ouais. C'est une question de rentabilité, une question de justice envers tout le monde. Là. Mais pour moi, un employé, si je regarde un employé et je lui dis, tu me coûtes cher, ben, si je te le dis à midi... C'est pas bon signe, ça. Normalement, tu restes pas jusqu'à 5 heures. Ah ouais. C'est parce qu'il y a un problème. Là. Tu vas me coûter une boîte, pas une tes affaires. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, l'employé doit être... Peu importe l'employé dans une entreprise, aucun employé ne doit être un poste de dépense. C'est tout un poste de revenu. Tout le monde travaille pour le client, peu importe ce qu'on fait. Mais là moi, je trouve ça super intéressant. Mais là, le crunchy s'en vient. Là. Moi, j'ai adoré. Je trouve ça malade, là, la lignée des choses. Là, comme, clairement que cette demande-là et cette réponse-là de monsieur, c'est quoi son nom déjà? Roger Vaillant. Roger Vaillant a créé quand même boule de neige dans ta vie parce que, tu sais, là, tu as commencé à travailler au gouvernement fédéral comme analyste financier après et je pense pas que tu as tripé. Ah, je me suis ennuyé à mourir. Mais j'étais bon au tennis, par contre. Y a-t-il un lien? Ben oui, parce que je finissais, on travaillait de 7h30 à 3h30. Ah, ben oui. Les cours de tennis étaient très occupés à partir de 5h. Fait que tu avais 1h30 pour aller pratiquer ton... Mon seul but, c'était de sacrer mon camp du bureau. Et puis, on travaillait, là, c'était pas fait pour moi. C'est pour ça qu'ils appellent ça Service Canada. Tu sais, Service Canada, OK. À 3h25, on attendait en ligne que 3h30 arrive pour pouvoir partir. Ouais, ça avait... Fait que toi, t'étais un poste à dépense, là. Tu coûtais, tu sais, mettons, dans l'optique. Non, mais je veux dire... J'étais pas un asset, puis je m'emmerdais. La seule chose que je comptais, comme je travaillais dans un département de comptable où la plupart étaient assez âgés, les autres comptaient leur journée de maladie avant de déclarer un burn-out pour pouvoir partir. Mais là, moi, je commence ma carrière, puis je suis rendu à 75 journées de maladie, où je n'étais jamais malade. Et là, j'ai fait, c'est pas ça la vie. Mais ça prend un déclencheur dans la vie. Parce que reste que j'étais heureux d'aller jouer au tennis. Vraiment, je jouais au tennis non-stop, là. OK? Et, mais m'emmerdais. Je sortais avec une fille qui était infirmière. Elle me laisse. Et là, j'ai fait comme, OK, c'est that's it. Je veux pas la voir avec son chum à tous les jours dans ma face. Je vais quitter la région de Gatineau parce que si je reste à Gatineau, je vais travailler pour le gouvernement fédéral comme consultant. Ça ne m'intéresse pas. Fait que je me suis mis en danger. J'ai lâché mon poste que j'étais permanent au gouvernement. Quand même. Personne ne l'a fait. Et je suis arrivé à Montréal, vraiment. Puis là, j'ai dit, OK, je recommence ma carrière. Je vais chercher l'expérience que j'ai et je dois me lancer en affaires. T'avais quel âge quand tu étais quitté le... Ben, je suis arrivé en 94. Je suis arrivé ici à 27 ans, 28 ans. OK. Quand même, c'est quand même un move, là, parce qu'à 27-28 ans, il y en a qui sont setés, là, qui ont des enfants. Oui, bien, j'étais seté, j'étais pas en forme, parce que je me levais le matin, il y avait une shop de beignes, je mangeais des beignes, café, double, on n'y est pas, 2 grammes de sucre, des beignes, en veux-tu, en v'là, rajoute le midi des burgers. Je travaillais tard, le soir, des burgers. À un moment donné, je me ramasse, j'ai fait comme, ben voyons, je pèse 200 livres, je porte des 36. Je porte des 31 aujourd'hui. Fait qu'en même temps qu'elle me laissait, j'ai dit, OK, là, je viens d'avoir un wake-up call. Je suis pas heureux dans ma vie, ça paraît parce que la façon que je mange. C'est ça. Et là, j'ai décidé de commencer à courir pour faire des marathons. Donc, en 3 mois, j'ai perdu 30 livres. Je fais mon premier marathon en arrivant à Montréal, en 95. Et je fais 2h58 au Marathon de Montréal. J'ai fait comme, aïe, je suis qualifié pour le Marathon de Boston. J'ai peut-être un talent, mais il y avait déjà du talent dans la famille. OK, ça courait. Oui, mon frère est champion, il était champion canadien, il était champion panaméricain, c'est un coureur de OK. Fait que moi, je ne savais pas que j'étais un bon coureur. Mon but était de perdre du pois, puis je me suis rendu compte que je me c'est dans la génétique, c'est ça. Ben, j'ai pas la même génétique que lui, il a eu plus que moi. OK. Et puis, je commence à travailler comme consultant chez DMR, qui est une boîte d'informatique, de consultation. Puis il me place chez Marconi. Marconi, c'est l'inventeur du télégraphe. Donc, ceux qui ne connaissent pas encore ça, c'est le télégraphe de Marconi qui a annoncé que le Titanic coulait. Barnouche. Et bon, je travaille là, puis on fait l'équivalent de Waze. Mais en 1994, 95, 96.
Et pour le groupe Robert, les camions Robert, camions, pour avoir une flotte et être capable de dispatcher, puis c'était nouveau. Puis ça arrive à temps. Ouais, c'est ça, puis les suivre, tu sais, j'imagine. Les suivre partout, fait que c'est un gros logiciel, on travaille fort. Mais après 3 ans, je commence à m'emmerder, parce que moi, mon but, c'était de dire, OK, il faut que j'accumule un bagage d'informations, je dois me lancer en affaires. Fait que quand je finissais d'apprendre quelque part, ben, je me disais, il faut que je parte de là, il faut que j'aille apprendre autre chose, sinon il faut que je me lance en affaires. Et je cherchais constamment mes idées. Tu sentais que tu avais fait le tour chez DMR, c'est ça. Et j'ai été passer l'entrevue. Avant qu'on commence à enregistrer, j'ai parlé de ma chemise bleue. J'arrive dans une entrevue, une canicule, une chemise bleue, je suis détrempé de A à Z, je suis gêné. Le gars qui me passe l'entrevue, c'est Georges Caram. Et on devient collègue de travail. À un moment donné, lui, il s'en va travailler au Liban. C'est un Libanais d'origine. Puis il dit, OK, bon, parfait, je veux rentrer dans mon pays. Il rentre dans son pays. Moi, je m'en vais travailler à Toronto. Et en revenant, moi, je reviens de Toronto. J'avais eu un beau poste là-bas. J'étais vice-président. J'avais la belle vie. Je reviens ici. Je suis parqué dans l'entreprise qui m'avait envoyé là-bas. Puis j'ai pas de place. Tous les postes sont pris. Puis j'ai rien à faire. Puis je m'emmerde. Mais ils veulent me garder. Mais ils peuvent pas mettre quelqu'un dehors. Ils sont comme mal pris. Georges revient. Il s'emmerde. Là, on se regarde, on dit, ben là, on se lance en affaires. C'est là le trigger. C'est là le trigger. C'est le déclic. Parce que là, moi, ma blonde est enceinte, je viens de m'acheter une maison, lui a 2 jeunes enfants, là, ça presse. Il faut trouver une idée, peu importe laquelle. Et on trouve l'idée du siècle. C'est d'utiliser la voix pour aller sur Internet. Ce que Siri fait, ce qu'Alexa fait aujourd'hui, on le fait en l'an 2000. Et on était vraiment précurseur au banc. Oui, c'est ça, exactement. Mais trop. Tu sais, en affaires, là, faut que tu sois 18 à 24 mois avant ton temps. Pas 10 ans. Pas 18 à 24 ans. Pas 18 ans. C'est ça. C'est exactement ce qui est arrivé. On était bien trop en avance sur notre temps. Les gens utilisaient le service. C'était vraiment comme aujourd'hui. Ils t'appelaient, puis une fille qui s'appelait Alice qui te répondait. Mais voyons donc. Oui, au lieu que c'était dans ton téléphone, il n'y avait pas de téléphone intelligent. Fait que tu appelais le 448-2888. Et tu sais, quand tu te lances en affaires, on n'a pas une scène. Mais le but, c'était toujours de se bâtir des contacts. Et quand j'ai travaillé chez Marconi, j'ai eu un contact qui s'appelle Pierre Haz. Pierre Haz, aujourd'hui, toutes les caméras à peu près dans la plupart des aéroports, c'est ces caméras qui sont là. Quand tu pognes une étiquette parce que tu ne payes pas, que la police t'arrête à cause d'une caméra, parce que tu payes pas, c'est ces caméras qui sont sur les il m'a pogné hier. Donc, as-tu payé 444 $? Non, j'ai pogné un ticket de radar. OK, non, mais quand tu... il fait ça aussi, mais quand la police te détecte avec ta plaque, les parce que tu n'as pas payé ton permis de conduire. Les scans, ça m'est arrivé 2 fois. Ah oui, ça m'est arrivé aussi. On dit Pierre Haz. Moi, je me suis lancé en affaire avec Georges, mais on n'a pas une scène. Fait qu'on va le voir, Pierre. Puis je dis, écoute, Georges ne connaissait pas Pierre. Je vais le voir, puis j'écoute, Pierre, on a une idée, on va faire un voice portal, on a besoin d'argent. Puis il dit, combien? Ben, on a besoin de 50 000. Il nous fait un chèque de 50 000. Et nous autres, on était... La bourse m'a toujours passionné, mais encore aussi dans ce temps-là, c'est la bulle Internet dans ce temps-là. Et on prend le 50 000 de Pierre, merci beaucoup. On achète des actions à bourse. On met 25 000 à la bourse, puis on dit, hey, on va te le doubler. Le crash arrive, on perd 25 000 à Pierre, c'est gêné à l'os. On achète un serveur pour notre fameux serveur Alice. On achète un serveur pour faire la voix, parce que dans le fond, c'était comme un web browser qu'on transformait. On transformait la voix en requête Internet. Puis, mais c'était moi le programmeur, mais pas trop bon programmeur. Et j'avais oublié de mettre dans le web browser, dans le web server qu'on avait, j'ai oublié de mettre une fonction qui s'appelait cache égale à yes, qui était par défaut, à cache égale à no. Et ça, c'est un trou pour les hackers. Et ce qui est arrivé, l'Internet coûtait cher dans ce temps-là. On est hébergé sur les groupes télécoms, puis ils n'ont pas de mécanisme de nous avertir qu'on est en train de péter la bande passante, mais littéralement. Fait que puisque je n'avais pas mis le cache égal à no, on était en Amérique du Nord, le site d'hébergement, on avait de la capacité, là. On était le site d'hébergement des films porno. Ben voyons donc. À un moment donné, il dit, vous avez des dépassements de 22 000 $ d'Internet en 3 semaines. Je suis de quoi? Fait qu'eux autres se sont passés par le trou, le genre de... Oui, le trou, puis ils allaient déposer les films porno sur votre serveur. Ben voyons donc! Parce que les bandes passantes coûtaient cher. Fait qu'eux autres, ils redirigeaient... Fait qu'eux, ils ont vu un trou. Ils ont vu un trou, ils déposaient les films porno. Fait que c'est plus eux autres qui payaient la bande passante. Mais ils vous appartenaient, genre? Ben, nous autres, on a bien découvert après. Ils disent, regarde, voici ce qui se passe sur ton affaire. Voyons donc.
Puis là, on doit 22 000 à Groupe Télécom. On a perdu 25 000 à bourse. Tu as perdu 22 000. On a perdu 22 000. On a dit, ben écoute, gardez le serveur. On n'a jamais payé. On n'a jamais pu payer ça. Et là, ça ne marche pas notre affaire parce qu'on est trop en avance sur notre temps, le Voice Portal. Là, on fait qu'est-ce qu'on fait? Parce que le plus dur, c'est de se lancer en affaires. Ouais. Mais là, on a dit, bon, ce qu'on faisait avant, on était consultant en informatique pour les centres d'appel. Ouais. On va retourner. On a appelé Fido. Et on dit, ben vous avez besoin d'aide, on est qualifié. Et là, Fido nous a embauchés. Comme contractuellement, sous votre compagnie? Pour les aider, parce qu'ils savaient que c'était nous autres qui avaient aidé la compagnie pour installer le logiciel. Et on a eu un mandat de 7 jours. Et on a resté là 18 mois. OK. Puis, entre-temps, pendant qu'on était là, un moment donné, je suis dans un meeting, puis ils cherchent quelqu'un pour faire du télémarketing, puis les autres compagnies disent non. Et tu sais, en affaires, si tu dis non, ben, si tu dis non à une opportunité, tu ouvres peut-être la porte à un nouveau concurrent. Ouais. Et c'est exactement ce qui est arrivé parce que les autres fournisseurs ont dit non, non, pas tout de suite, pas tout de suite. Mais dans ce temps-là, il y avait des campagnes de tous les fournisseurs. Bell, il y avait... Maintenant, on n'entend plus parler le nombre de nouveaux abonnés. Mais en 1997, 98, puis même 2000, jusqu'à 2004 à peu près, le nombre de nouveaux abonnés faisait foi de tout, là. C'était comme les chiffres d'un show télé. Effectivement, à chaque mois, là, ils disaient, OK, on a Fido, j'ai 1000. Ben, ça s'appelait Microcell dans ce temps-là. Ouais. On a tant de nouveaux abonnés. Ah ouais, OK, c'était ça qui définissait. Oui, puis c'était important. Si c'est un succès ou non, ben c'est sûr. C'est comme ton... c'est ton baromètre, exact. Oui, parce qu'ils disaient que tu as 100 000, donc les gens disaient, OK, ben, tout le monde s'en va chez Fido. Ça doit être bon, c'est ça. Ah, ben oui, c'est de la fidélité, puis ça va bien. Ils embauchent, la compagnie dit non, une campagne qui s'appelle Winback. Nous autres, on entend ça, puis là, je dis à Georges, il n'était pas dans ce meeting-là, je dis, ben, depuis le temps qu'on veut faire autre chose, c'est peut-être le moment. C'est peut-être notre porte. Et ça, c'est le mercredi, mais on n'a pas de bureau, on n'a pas de serveur, on n'a pas de service de faire du télémarketing avec des logiciels, mais c'est moi qui le maintenais chez Fido, puis il y avait 125 places de libre, parce que Fido venait de fermer un bureau. Ah ouais. Toute la technologie est là, fait qu'au lieu de charger, très simplement, au lieu de charger 29 $ de l'heure, qui était la norme dans ce temps-là, 29 à 30 $ de l'heure par employé pour faire du télémarketing. On a dit à Fido, on va vous charger 21 $, mais dans vos bureaux. OK. Ah. Fait que les 3 premiers mois, puis bon, tu payais pas de loyer. Ouais, c'est ça. Payais pas de loyer. Aïe, aïe, aïe. On payait moins cher les employés. Fait que nous autres, la première journée que cette entreprise-là est venue au monde, on est venu avec 20 employés, elle était rentable. On payait les employés 12 $ de l'heure avec mais comment tu as trouvé tes employés? C'était... Ah, on a passé une annonce dans les journaux et tout. Mais en dedans de 3 jours, vous avez trouvé 20 employés? Mais Georges s'en est occupé parce que moi, il fallait que je continue d'être consultant. Fait que lui, il a passé une annonce, il a passé les entrevues. Le vendredi soir, on a commencé, c'est moi qui ai fait la setup de la campagne de télémarketing. Et on a commencé avec 20 employés. La personne qui nous a fait confiance, elle dit, vous êtes bon, on savait comment gérer. Et il a dit, ben on va renouveler pour une autre semaine. Okay. Et là, à un moment donné, à Noël, il dit, ben là, vous devrez penser à aller chez vous parce que là, vous êtes rendu à 180 employés. Mais voyons. Fait qu'on faisait plus juste du télémarketing. C'était rendu plus gros on faisait que le service à la clientèle pour eux autres. OK. Et pendant 1 an et demi, on a fait que Fido. On avait peut-être 300 employés. Puis après ça, le plus dur, c'était d'avoir un deuxième... bureau? Mais un deuxième client. Contrat, ouais. Okay. Entre-temps, on avait ouvert un bureau à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Okay. Et là, à un moment donné, Bell, on rencontre Bell, on gagne l'appel d'offres, donc on a 300 nouveaux employés. Le mois après, Vidéotron. Et là, on venait de lancer une entreprise qui en dedans. Mais tout ça en dedans de 3 jours, là, quand tu as eu le mercredi à vendredi soir. Le mercredi à vendredi soir, on venait de créer une entreprise. Et Atelka, elle s'appelait Atelka, cette entreprise-là, le point n'était pas incorporé. Là. Fait qu'on payait les employés par notre autre compagnie de technologie qui s'appelait AIVA Technologies. Qui était le serveur avec les films de porn dessus. Ah, le trou noir, le trou du trou. Maintenant, cette entreprise-là, on n'a jamais fait ça, mais on s'est bifurqué pour faire des logiciels de centre d'appel. OK. Et... fait que c'est la même incorporation que vous avez switché? Ben, les employés étaient payés par AIVA, puis le nom de la compagnie, on disait c'était Atelka, mais on n'était pas sûr c'était pour toffer. Fait qu'on avait un nouveau moyen qu'on a attendu. Puis la Noël, on a dit, écoute, il faut commencer à informatiser les chèques de paye. 180 chèques de paye à signer. Aïe, aïe, aïe! Et le moyen n'était pas créé, fait qu'on a tout créé ça par la suite. Et l'entreprise venait de venir au monde. Et moi, j'ai travaillé dans cette entreprise-là jusqu'en 2010. En 2010, je n'avais pas encore vendu, mais j'étais écœuré. Okay. Plus capable. C'était pas ça que j'aimais faire. Je n'étais pas un opérateur d'entreprise. Je suis bon opérateur. Ah ouais, ça marche, là, clairement. Là. Mais j'aime pas. Je me lève le matin puis je m'emmerde de répéter la même chose. C'est ça. Moi, faire la même chose de jour en jour, c'est pas fait pour moi. Non. Fait que je suis allé voir mon associé, je dis, regarde,
faut que je m'en aille chez nous. Moi, je suis plus un asset pour la compagnie. Ouais. Fait que je suis parti chez nous. Puis après 2 ans, on a eu une offre d'achat et on l'a vendu. Man, ça n'a pas de sens. Ça me fait c'était le but de la vente, mais ça n'avait pas été vendu, j'aurais eu des dividendes. Fait que créer cette entreprise-là, ça a coûté zéro. Ça a coûté zéro. Mais la plupart de mes entreprises, mais je ne dirais pas la plupart, toutes mes entreprises ont coûté zéro. Ouais. Je n'ai jamais lancé une entreprise avec l'argent. Puis ça me fascine. Même la dernière, aujourd'hui, qu'on est rendu avec un chiffre d'affaires qui est proche du 7 chiffres, ça fait 2 ans, on a commencé à vendre du sirop d'érable en ligne. Et j'ai parti ça avec $0. Moi, je suis pogné avec 1000 gallons de sirop d'érable dans mon garage. Je ne sais pas quoi faire. Ma blonde a dit, on devrait créer un site web. Parce que c'est chez vous, tu as des entailles. Je fais ça pour le fun, mais tu sais, j'en fais plus que pour le fun. Là, je faisais 400 gallons par année. Fait que, combien d'entailles que tu as chez vous? Je n'ai à peu près 3-4 000. Moi, je faisais ça pour le fun, puis je me dis, je vais en vendre une coupe, puis là, je me mets sur le bord du chemin au printemps, puis là, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Le monde arrête pour une canne. Là, c'est ça. Fait que là, j'ai fait comme, OK, ça marche pas, ce modèle d'affaires-là. Et on décide de vendre en ligne. J'ai dit, ça marchera pas. Ah, ben oui, ça a marché. On a vendu 1000 gallons en 3 semaines. Ben voyons. Et là, l'entreprise venait d'être lancée, tout simplement. Mais là, encore aujourd'hui, il n'y a pas de financement. On s'autofinance à mesure que les ventes rentrent. Mais là, avant qu'on tombe dans françoislambert.one, moi, j'ai une couple de questions. Là, parce que ça a déboulé. Là, puis si je suis flabbergasté, là, ça n'a aucun bon sens. Entre le 22 000 que tu as perdu, tu sais, admettons que M. Haas vous a prêté, puis là, tu avais déjà perdu un 25 000 à la bourse, tu n'avais plus une scène. Non, plus une scène. C'est quoi ton... Tu sais, comment François Lambert est dans sa tête? T'es-tu... Le state of mind. Excuse-moi, mais t'es-tu complètement décalissé ou t'es comme, on va trouver? Moi, je suis jamais décalissé longtemps dans la vie. Okay. Ça n'existe pas parce que là, je me dis, OK, bon, on vient de faire une gaffe. J'ai encore la matière grise. Je suis capable d'aller gagner ma vie autrement. Je ne retourne pas travailler pour quelqu'un. Fait que là, j'ai été consultant. C'est pour ça que je voulais faire. Parce que dans ma philosophie d'homme d'affaires, il faut facturer quand on dort. Mais quand tu es consultant, ben tu... as besoin d'être là. Ouais, c'est ça. Tu as besoin d'être là. Tu sais, je donne beaucoup de conférences. Bon, les conférences, c'est payant. Mais je me présente. Faut que tu sois là. Ouais, c'est ça, exact. Là, vous faites des spectacles, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Donc, moi, je me disais, non, il faut que je facture pendant que je dors. Donc, facturer pendant que je dors, ça prend comme le centre d'appel. Il faut que ça roule, Fait que, non, moi, je dis, bon, OK, parfait, on va retourner travailler pour quelqu'un, puis on va se mettre de l'argent de côté. OK. Donc, on ne se gardait pas un gros salaire, on facturait quand même beaucoup. C'était 2000 $ par jour. Au lieu de jouer aux riches, on mettait ça de côté parce que notre but, c'était de trouver une autre idée. Et même encore aujourd'hui, il n'y a rien qui me met à terre. Moi. Ça peut arriver pendant quelques heures, mais pas longtemps. Puis, comment je fais? Ben, le sport m'aide beaucoup. Le sport, quand je vois que je suis une fuse qui est sur le bord de sauter, que je suis plus capable, que je prends du ça va courir. Penses-tu que le sport, ça a aussi... tu sais, la résilience, quand tu te sens moins bien en train de courir, ben, tu sais qu'il faut que tu finisses la course quand même. C'est ça, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il y a beaucoup de parallèles à faire avec le sport. Là. Nous, on a joué au hockey souvent. Puis, tu sais, justement, une entreprise, c'est une affaire d'équipe. De pouvoir déléguer aux gens plus compétents que toi dans certains domaines. Oui, complètement. Il y a beaucoup de liens. Là. En tout cas, moi, je trouve que le sport et les affaires, il y a beaucoup de parallèles. Tu sais, le sport fait partie de ma vie autant que de manger, autant que de jeûner. Pour moi, j'ai besoin de ça. Et pour moi, ça m'a aidé beaucoup. La course, la natation, le triathlon. Et tout le dépassement de soi-même. C'est ça. Ben, à un moment donné, c'est parce que tu dis, OK, regarde, je suis plus endurable, je trouve pas de solution. Je vais aller faire autre chose. À un moment donné, tu es en train de courir, tu dis, yo, mon post-it, si je l'ai. Bang. Ou des fois, tu chicanes, c'est pendant que ton partenaire ou ta conjointe, peut-être t'en vas courir, mais toi, tu reviens, t'es zen. Mais elle est encore c'est ça, ça va. Faudrait que tout le monde aille courir. En fait, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas eu de Deuxième Guerre mondiale si tout le monde avait fait, hey, on va-tu jogger en 15 minutes? Il n'y aurait rien eu. Mais tu sais, là, admettons, ça, c'est arrivé. Perds tout, t'es décalcé pendant 1-2 heures, va courir, jouer au tennis, puis ça revient. Là, cette opportunité-là qui arrive là, avec ton partner, l'affaire mercredi, tu dis oui à Fido, vendredi soir tu pars. Hey, moi, ça me donne le vertige juste à t'entendre. C'est exactement ça que ma question est, t'étais-tu, tu sais, c'est sûr que t'es nerveux quand même, parce que t'es comme, c'est une belle opportunité. Je veux pas nerveux comme je me fais pas confiance, mais plus je suis fébrile parce que c'est peut-être ça
qui va faire que... Comment tu te sens? T'es comme... Je sais pas, parce que pour moi, être entrepreneur, c'est d'avoir une belle naïveté. Faut être naïf, constamment. Ouais, c'est bien dit. Et pour moi, c'est juste, OK, il y a une opportunité, on va la livrer. That's it, là, je suis un robot. C'est un autre date, c'est une date avec la vie que tu as. Exactement. Là, il faut livrer ça. Et je suis pas en train de penser que je suis en train de bâtir un empire. Je le sais pas. OK. C'est ça. Je le sais pas. J'ai pas assez d'expérience comme entrepreneur à ce moment-là pour penser que je tiens dans mes mains. Et surtout que dans ce temps-là, les centres d'appel s'en allaient vers l'Inde, le Maroc, la Tunisie. Tout partait, exact. Et nous, on était à contre-courant à s'installer ici, puis on dit, ils vont revenir ici. Ben, c'est ça, on était en avance de 24 mois, comme je l'ai dit. Et pendant que les autres partaient, nous, on s'est installés ici. Il y avait des faillites à tour de bras dans les centres d'appel, parce que Montréal était la mecque des centres d'appel. À un moment donné, il y avait des subventions. OK. Le gouvernement donnait des subventions pour les centres d'appel. Toutes les compagnies venaient s'installer ici. Oui. Ah ouais, c'était la place. C'était la place. L'argent que va dans les jeux vidéo en ce moment, ben c'était ça dans les années. Pour les centres d'appel. Il y avait, c'était la mecque de l'Amérique du Nord était Montréal. OK, tabarnouche. Et après ça, ils se sont rendus compte que c'était pas des emplois payants. Il y avait beaucoup de taux de roulement. Fait que le gouvernement, quand on s'est lancé, le gouvernement a arrêté de donner des subventions. Je les aurais bien pris. Bon timing. Dans ce temps-là, les gens facturaient jusqu'à 45$ pour un employé. Quand on s'est lancé, nous autres, c'était à 30$. Quand j'ai fini, 2 ans plus tard, on chargeait 27$. Le salaire minimum était monté de 8 à 12 entre-temps. Tabarnouche. Fait que les gens étaient bien payés. Pourquoi? Parce que ça s'informatisait? Parce qu'il y avait de plus en plus de concurrence. Puis les marges étaient de plus en plus petites. Le marché était divisé. Mais pour moi, c'était pas... Regarde, je sais que je vais le livrer. J'ai une belle naïveté de dire, écoute, on est préparé, on est capable de gérer des gens, on connaît comment ça fonctionne, le centre d'appel, donc on va le gérer, puis on va le réussir. C'était comme ça que je le pensais, parce que j'arrive jamais pas préparé. OK, moi, j'arrive pas préparé. Si tu me vois une compétition, dis-toi que je pense être capable de battre au moins le groupe d'âge dans lequel je suis. J'arrive toujours préparé dans toutes les affaires. Et pour moi, ce qui m'a toujours tapé ses nerfs, surtout quand on est devenu très gros, puis là, il y a un VP. Moi, j'avais besoin des chiffres le matin. Parce qu'il faut que j'appelle Belle. Belle veut savoir. Puis comment ça a été hier, combien d'appels vous avez reçus, combien vous appelez. Puis moi, un VP qui arrive, dit pas eu le temps, il problème à la maison. T'es payé 250 000 par année, t'es un VP, là, tes excuses, là. On va le faire, mais. Ben, regarde, lève-toi plus tôt, lève-toi plus tard. Tu veux être VP, ça vient avec la préparation. Il n'y a pas d'excuses. Non. Moi, j'en ai pas d'excuses. On est arrivé préparé. Mon partenaire pense comme moi, puis c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, 24 ans après qu'on se soit rencontrés, on est encore amis ensemble, on s'écrit presque à chaque jour, on voyage encore ensemble. Il n'y a jamais eu de chicane entre nous. Il y a eu des tensions. C'est normal. Là. Mais il y a des moments donnés aussi où, quand je me suis tassé en 2010, on le sentait que là, il y en avait un des deux là, qui... On ne pouvait plus prendre des décisions en communion. En communion, là, tu sais. On savait qu'à un moment donné, c'était pour briser cette harmonie-là, parce que là, on avait confiance en nos moyens chacun. C'est ça. Et on ne voulait plus laisser de la place à l'autre. Puis, c'était parfait. C'était une bonne affaire que, que je m'attendais. Prendre un step back, c'est ça. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut que tu te rendes compte. Puis aujourd'hui... Mais ça prend de la maturité quand même pour faire un move de le prendre sur soi. Clairement. Oui, puis ça ne me tentait plus de toute façon de faire ça. J'avais été bon pour l'entreprise. Là, je commençais à être nuisible. Et je voulais faire autre chose. Puis, je suis rentré chez nous... rien foutre. C'est ça. Pour me rendre compte que je m'emmerdais à mourir. J'imagine, mais tu sais, on parlait du sport, ça t'a amené cette comme de résilience-là, cette préparation-là. Ça t'a fait du bien toute ta vie, puis j'imagine que ça fait du bien sur ta confiance, mais est-ce que tu penses qu'il y a un lien qui est quand même assez fort de... Toi, tu disais qu'à 6 ans, tu avais l'ADN des affaires. Et tu sais, comme... Tu sais, tantôt, tu disais, à 27 ans, tu quittes un job de permanent au gouvernement pour partir à zéro. Tu sais, tu baignes tellement là-dedans dans ta tête depuis un Christy de bout que, tu sais, quelqu'un qui se part en business, mettons quelqu'un qui se part en affaires, puis ça marche des fois, vont commencer à y penser, tu sais, secondaire, cégep, parce qu'ils sont plus entrepreneurs que leurs amis, puis ils réussissent à se partir une business de gazon, tu sais. C'est plus tard, mais toi, que depuis que tu as 6 ans, tu penses à ça, ça t'a amené, j'imagine, une confiance quand même, parce que c'est toi, là, c'est dans... Mais je me préparais mentalement à dire, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi j'ai peur de me lancer en affaires? Tu sais, parce que moi, c'était que ça, là. Moi, j'aurais raté ma vie. Si j'avais pas été tenté ma chance, je l'aurais raté. Et de toute façon, j'aurais été un mauvais employé toute ma vie. OK, il aurait fallu que je trouve quelque chose
parce que je m'emmerde à travailler pour quelqu'un. C'est pas que... Et puis, je suis un bon entrepreneur, là. C'est pas que tu as de la misère avec l'autorité. J'ai aucune misère avec l'autorité. Au contraire, c'est juste que j'ai besoin de me lever le matin et savoir que je dois qu'à moi et à mes employés. Et je dois pas rien à personne. Je dois beaucoup à mes employés. Je dois m'assurer qu'il y ait des ventes. Moi, ma job, là, c'est de m'assurer que les ventes rentrent continuellement, que je crée de l'emploi. Parce que je veux pas aller voir quelqu'un qui va dire « Il y a moins de ventes, il faudrait que tu rentres chez vous. » Ça, c'est ma responsabilité. J'ai pas la liberté... J'ai l'obligation de créer du contenu à tous les jours pour ramener des ventes. Pour ramener de l'eau au moulin. Exactement. Un peu une vie d'artiste, tu sais. Tu sais, quand tu y penses, l'artiste, c'est de son art, créer ça. Vous devez créer constamment, vous devez être vu, vous devez faire des shows de télé, vous devez faire des shows de radio, vous devez créer du contenu sur le web pour que les gens disent « Hey, il est pas pire, mais allez le voir, lui. Tu n'attends pas chez vous que les choses se créent. Ben, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais moi, c'est sûr que si je n'avais pas été entrepreneur, j'aurais été malheureux. Mais tu sais, je ne suis pas un entrepreneur comme les autres. Je ne suis pas un entrepreneur qui est dans un bureau et que je ne me vois pas rentrer au bureau à 75-80 ans et dire « OK, je travaille encore ». C'est pas de même, moi, que je veux que je gère mes entreprises. Moi, honnêtement, moi, je travaille avec des employés qui sont libres, qui ont des responsabilités, un bon salaire, livrer la marchandise. Mais tu le vois que même dans toutes les entreprises, il y a des jeux de coulisses tout le temps, peu importe le niveau. Et ça me tape ses nerfs. Même encore aujourd'hui, dans mon entreprise, il y en a à un moment donné, puis je suis obligé de retourner sur place pour dire « Hey, arrêtez votre niaiserie. » Get your shit together. Exactement. Puis, mais tu sais, c'est le but. Tu sais, dans le fond, quand je regarde ça, tout mon parcours, moi, j'ai toujours voulu avoir du plaisir dans la vie. Et c'est ce qui te caractérise. Tu sais, je peux être de mauvaise humeur. Ça m'arrive souvent d'être de mauvaise humeur, mais pas longtemps. Tu sais, je me dis, bon, pourquoi je suis de mauvaise humeur? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu faire... Tu sais, la question que je me pose constamment, là, puis je ne suis pas un jovialiste, là, je me pose sincèrement, qu'est-ce que je peux faire pour changer quelque chose? Rien. Bien là, regarde, il faut que je calme mon anxiété. Donc, comment je vais la calmer? Bien, c'est en allant faire du sport, parce que si je ne peux pas contrôler quelque chose qui me tape ses nerfs, puis que j'ai aucun contrôle dessus, ça sert à rien de t'encrasser. Ben non, si je peux le contrôler, ben tu le contrôles, tu passes à autre chose. Ben c'est impressionnant. Est-ce que, avant de continuer sur ton entreprise en ce moment, as-tu déjà pensé à enseigner? J'ai déjà enseigné la fiscalité aux adultes. Je suis pas pire, mais j'aime mieux le faire par l'entremise des livres puis des conférences que je donne. Puis là, je suis en train d'écrire un livre pour les enfants en ce moment. Ben, ça fait 1 an et demi là, que la pandémie m'a tellement occupé avec mon entreprise que j'ai... Mais là, ce matin, avant de m'en venir, justement, j'avais une discussion avec l'éditeur. La pandémie t'a occupé avec Big Brother aussi. Ben, la même 13 semaines. Avec 80 jours. C'est drôle parce que quand je suis parti pour Big Brother, je m'étais dit, maman m'a demandé du papier pour composer. Mais t'as pas le temps. T'as pas le temps, c'est ça. Mais t'as du temps. Mais tu n'as pas le temps. Tu peux pas sortir de la game et aller dans ton coin. Tout le monde qui faisait ça sont tous été éliminés rapidement. Non, enseigner, c'est pas pour moi. Je m'emmerderais, mais j'aimerais ça. Des fois, j'aimerais ça. Peut-être un jour, être suppléant. Plus y aller. Pas de temps en temps, sporadiquement. Là. Sporadiquement pour aller enseigner aux jeunes. Tu es l'enseignant de mathématiques ou de géographie. Ils se balancent de toi pour la journée. Mais juste les motiver pour dire, moi, j'étais là et j'ai décidé de faire autre chose. Pour leur donner j'ai toujours voulu être suppléant pour le fun. Mais enseigner ni au cégep ni à l'université, j'ai pas. Tu disais que si t'es suppléant, le prof il est mieux d'arriver avec un bon cours après parce qu'ils vont dire on s'ennuie de faire ça. J'ai déjà eu des suppléants qui étaient cool, puis on s'en souvient toute notre vie. Des suppléants merdiques que tu t'en souviens toute ta vie aussi parce que c'était tellement niaisé. Mais j'aime beaucoup donner des conférences. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai donné beaucoup sur Visio puis sur pendant la pandémie. Mais là, le booking recommence pour le mois de septembre, octobre, et ça, c'est le fun à faire. Mais c'est de l'enseignement, je veux pas, tu sais, si tu partages ton savoir et tes expériences. C'est un show. Parce que les gens, tu sais, ils viennent un mercredi soir, ils ont le choix d'aller te voir toi ou d'aller voir toi. Ils viennent voir un entrepreneur. Donc, il faut que tu donnes un show en même temps. C'est ça. Moi, j'ai un numéro sur la finance, fait que c'est comme on fait la même affaire. On fait la même affaire. Mais c'est ça, là. François Lambert.one, comme tu disais, tu l'expliquais tantôt, on est parti du sirop d'érable, puis ça a pris de l'ampleur. Et là, tu as ouvert quelque chose qui s'appelle la vitrine québécoise. Ben, tu sais comment ça a débuté? Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et disent, pourrais-tu m'aider? Et il y a un gars qui a de la panure hyper connue à Saint-Georges-de-Beauce, la panure, le Sablonnais. Et tout le monde capote dessus. Puis il m'écrit, je dis,
je peux pas t'aider. Là. Je peux pas appeler Métro, IGA. J'ai voulu le contact, mais... Puis là, je pense à ça toute la fin de semaine. Je dis, ben on a déjà beaucoup de volume, nous autres. Peut-être que je pourrais te faire de la place sur ma... Là, j'en parle avec ma blonde. Je dis, ce serait une bonne idée d'amener des produits d'autres entrepreneurs? On l'essaye et ça part en fou. Ouais. Fait que là, on essaye un autre produit. Puis à un moment donné, avant la pandémie, c'est parce que je faisais ça de Montréal et on était à croiser des chemins. Puis là, c'était rendu trop gros, les produits d'érable. Pour moi, ma blonde a géré plus les entrepreneurs. Fait que j'avais commencé à en enlever. Arrive la pandémie et là, paquet d'entrepreneurs n'ont pas de site web, ne savent pas comment vendre leurs affaires. Et là, j'en ai ramassé. On est là, un an plus tard, on est rendu à 600 produits d'entrepreneurs. T'as fait de la on place. livre en moyenne des petites journées, c'est entre 300 et 400 colis qu'on livre par jour. Et bon, c'est sûr qu'il y a des produits d'érable, tous mes produits à moi, François Lambert, mais tous les produits d'entrepreneurs, on aide des entrepreneurs, puis c'est ça qui est le fun en ce moment. Parce que souvent, moi, j'écoute l'œil du dragon encore aujourd'hui. C'est ça. Mais d'un œil où quel produit que je pourrais avoir sur ma boutique. Parce que j'ai besoin d'avoir des gens. C'est comme s'il y avait un 6e dragon qui te regardait quand tu passes. Oui, parce que moi, je n'investis pas, mais je les ramasse. Puis je te donne un exemple. Il y a une paille là que je capote. Les épices sont parfaites, faciles à faire, de Marisol. Écoute, on en vend. Elle-même, elle nous écrit l'autre jour, elle n'en revient pas. Mais je mange presque pas de carbs dans la vie. Mais le samedi soir, ça fait 5 fois sur 6 que je fais de la paella. Pour vrai. Mais c'est un repas qui est festif, assez beau, coloré, c'est bon en plus. Et c'est bon, fait que puis on en vend à tonnes. Des Ça choses n'a comme pas de ça. bon sens. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que... Fait que t'es l'intermédiaire, dans le fond, mais t'es l'intermédiaire entre les entrepreneurs qui ont pas de site. T'es comme la plateforme, t'es leur plateforme de vente. Mais si j'aime le produit, je suis un peu leur ambassadeur, leur influenceur, si tu veux. Mais pour moi, puis j'essaye tous les produits. Des fois, là, les entrepreneurs me disent « t'as essayé mon produit, il n'est pas bon. » Ben, tu ne m'as pas rappelé. Non, t'as essayé mon produit, j'ai pas de nouvelles de toi. Ben, c'est ça. C'est ça, J'ai pas de nouvelles. Je vais l'essayer ton produit. Je veux pas c'est pas pour avoir un produit gratuit. Non, exact. Mais regarde, en fin de semaine, j'ai goûté à des jerky de champignons. OK. Oh, ouais. Cordyceps, puis des champignons aphrodisiaques. OK. Mais bon, c'est des champignons qui sont bons. C'est des, ouais. On a goûté à ça. Puis le gars, ça faisait longtemps qu'il m'écrivait sur Facebook. On a goûté à ça. Il est samedi soir, il est 5h30. Je capote sur les champignons. J'y écris tout de suite, puis j'y fais peur. J'ai fait comme Eric, si, tes champignons. T'sais. Il me dit quoi? Tout le monde capote. Je dis, ben moi aussi. T'sais. Ah ouais? Là, ma blonde a pris le relais. Il a écrit tout de suite un samedi soir parce qu'on capote ces produits, on veut les avoir. Et c'est ça que tous les produits qui sont sur mon site, ben c'est tous des produits que, je cuisine à tous les jours avec. C'est des produits que je capote, que j'aime rentré dans ta vie. C'est ça. Et dès qu'il n'y a plus de chimie avec l'entrepreneur, le produit est sorti. Mais tu es un gars d'instinct quand même, puis de feeling. Oui, ben tu sais, je veux donner des beaux produits aux gens. Je veux aider si je peux aider des entrepreneurs à avoir une belle visibilité, j'ai une belle visibilité sur mes réseaux sociaux. Je fais des directs à tous les soirs, je fais des vidéos le matin. Et je parle que de ça pendant 1 heure à 2 heures par jour. Si je peux aider certains entrepreneurs, c'est win-win parce que les gens ne peuvent pas venir acheter du popcorn, de la barbe à papa, des meringues à tous les jours. Même année, ils achètent une paille, une fois, ils achètent un épice. Fait qu'ils peuvent venir des fois acheter des produits. On peut faire notre épicerie complet là-dessus. En même temps, ils prennent un popcorn. C'est ça. Ils font un panier. Gagnant pour toi. C'est gagnant pour moi et c'est gagnant pour le client. Donc, pour moi, on est en train de bâtir, sans subvention, on est en train de bâtir une entreprise qui est vraiment fantastique, qui est dans le fin fond d'un rang. Mais ça fonctionne parce qu'on parle avec les gens. Et pour moi, honnêtement, c'est ce qui me fait... Si j'avais eu à dessiner l'entreprise de mes rêves quand j'étais jeune, ce serait celle-là. Pour vrai, parce que t'as tous les mondes, tu mets en lumière les gens qui en ont besoin. Toi, tu t'es en train de trouver ton compte là-dedans en plus. Ben, je suis en train de bâtir avec... Parce que la vitrine, là, on prend d'expansion vers les États-Unis. Mais les États-Unis, personne ne connaît François Lambert.one. Puis ici, c'est un accident là, que mon entreprise s'appelle ce nom-là. Là. C'est tout simplement que ma blonde, elle faisait mon booking de conférence quand elle est venue travailler avec moi au début. Puis on voulait que ce soit plus professionnel qu'avoir un compte Gmail. Fait qu'on a juste appelé ça François Lambert. .one. Marilyn Quentin, François Lambert.one. Et à un moment donné, c'est devenu une entreprise. C'est un site Internet maintenant. Puis maintenant, c'est un site Internet comme Amazon. Là. Tu peux aller François Lambert, what is that? Fait que là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de développer une image de marque maintenant. Un peu, Jessica Alba, l'actrice, elle le fait avec Honest Company, The Honest Company. Et on s'en va vers là. On s'en vient avec une centaine de chandelles. On a des savons. On a toute une gamme de produits de beauté. On a des popcorns de toutes les sortes. Mais les popcorns, encore là, je fais pas des popcorns comme les autres. Ça m'intéresse pas de faire
popcorn au ketchup. J'aime le popcorn au ketchup, j'aime le popcorn au vinaigre. Mais moi, ce qui m'intéresse de faire, c'est de faire des produits avec des vraies épices. Fait qu'on a travaillé avec la compagnie Firebarns de Québec. Toutes les fois qu'on vend un popcorn, lui a sa visibilité. J'y achète ses épices. Je revends aussi des sauces sur mon site. Et il s'appelle Firebarn. On a un autre qui s'appelle Pika Pika. Il y en a un autre, c'est avec du café. Mais on le fait avec une brûlerie dans le coin de tu t'agences avec des entrepreneurs locaux. On travaille qu'avec l'épice. Là, je suis en train d'en faire un vinaigré, mais avec l'épice sumac. Donc, moi, je ne veux pas travailler avec des saveurs. Je veux travailler vraiment... Et là, on s'en vient avec des popcorns protéinés. Parce qu'une compagnie qui nous a approchés. Et là, j'y ai goûté, j'ai fait comme... c'est malade. Fait, on essaie de sortir des sentiers battus en faisant des choses solides, c'est différentes. Regarde, je vais vous donner un exemple qui me fait triper. Les cinémas sont fermés. Puis, tu sais, au cinéma, les gens arrivent toujours avec leur gros bucket de popcorn. Fait que là, j'ai fait comme, OK, on va leur offrir une chaudière de popcorn. Moi, je pense pas que ça va se vendre, OK? Mais j'ai dit, on va l'essayer. De toute façon, mon argument de vente, c'est que tout le monde a besoin de chaudière dans la maison pour mettre la mop, le bouffe à chien, pour mettre les outils. Et on manque tout le temps de chaudière dans toutes les maisons. OK? Partout ce que j'ai été, même moi... Les chaudières blanches, là? Oui, chaudières blanches. Fait qu'on en fait le tri, ça s'appelle Comme au cinéma. Et je mets ça sur le site, j'en parle, je fais un direct, ben gars, on a ça. Les 2500 chaudières sont vendues en une semaine. Bon, il y a des gens qui chialent parce que, il y a un impact, c'est du plastique, mais le but, je ne veux pas voir ça dans les poubelles. Là. Non, c'est ça, c'est de la réutiliser. Ils le réutilisent, puis ils vont acheter la même chaudière qui coûte 7$ dans les grandes surfaces. Ben oui. Là, à 9$, il y a du popcorn dedans. C'est livré chez vous en plus. Fait que c'est devenu un hit, on l'a appelé Comme au cinéma. On a fait venir une deuxième batch de chaudières. Et là, on vient d'en faire une troisième. Puis cette semaine, je dis aux gens, il me semble qu'une pyramide dans votre magasin, ça serait trippant. Ben là, on a eu comme 40 demandes de palettes de chaudières. Ben voyons donc. Pour rentrer dans les magasins. Ben rentrer parce que c'est un trip, honnêtement. Avoir une chaudière de popcorn sur tes genoux en écoutant un film. C'est un trip de petits gars qui disent c'est à moi et touche pas. C'est ça, enlève tes mains de là. C'est ça. T'as beau d'avoir un gros bol, mais c'est à toi. Et c'est de faire du marketing différent, de parler aux gens. Et moi, je le dis aux gens, regardez, on est en train de bâtir un empire. Je sais que je suis en train de bâtir de quoi de majeur qui va rayonner à l'international. Puis je dis aux gens, quand ils achètent mes produits, à chaque produit que vous achetez, vous créez de l'emploi. Et cette entreprise-là va rayonner. On a appelé le popcorn le mix d'abstination. C'est le village d'où je viens et dans la région de l'abstination. Et mon but, c'est de voir ce popcorn-là sur une étagère, dans un aéroport. À Dubaï. Effectivement, à côté du Chicago Mix. Le Chicago Mix, on le voit partout. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un clin d'œil. Je ne copie pas, là, parce que ce pas les mêmes saveurs. Mais c'est juste vous dire... Tiens, si toi, tu étais capable avec ton Chicago Mix, ben moi, je vais être capable avec mon mix d'abstination. Ça donne c'est fantastique. Imagine la photo, admettons, un gars en Belgique qui passe la mop avec un boc comme au cinéma, de François Lambert qui passe la mop chez eux. Le but, c'est d'être pas le secret le mieux gardé. Et moi, j'en parle de mes produits. Je suis passionné de mes produits. T'es fier, tu sais, il y a de quoi d'être fier. Regarde, les gens disent tout le temps, Amazon. Moi, je n'essaie pas de me battre contre Amazon. Mes produits, ils sont sur Amazon aussi. Et il y a un client, un gars de Toronto, qui a acheté de la barbe à papa. Il l'a aimé, il nous a contactés. Puis on pensait que c'était pas vrai. OK? Bien, la semaine passée, il y a 3 semaines, il nous a transféré de l'argent dans le compte. Il a acheté 3500 pots de barbe à papa pour être shippé en Corée du Sud. OK. Fait que là, nos produits, parce qu'on s'est mis sur Amazon, parce qu'on en parle, bien là, il nous a inclus dans une palette pour envoyer en Corée du Sud. Mais il n'avait jamais goûté à notre popcorn à l'érable. Fait que là, je dis à Marilyn, ma blonde, je dis, on va y envoyer les meringues, les popcorns, on va tout y envoyer. Elle nous a écrit hier, elle dit, mais ce popcorn-là est malade, elle dit, j'en envoie des échantillons en Corée du Sud. Oh ouais! S'ils vont aimer ça. Tu traînes va loin, là. Mais tu sais, faut que tu sois être pushy dans la vie. Et c'est comme ça que tu fais ta réussite. C'est pas parce que je suis connu que j'ai une réussite en affaires en ce moment. Ça aide, là. Faut pas être fou parce que les gens, quand ils viennent sur mon site, ils savent qui je suis. C'est ça. Ils sont capables de mettre un visage sur... Ça donne un push, mais c'est sûr. Mais à la fin, il faut que tu offres un bon service. Il faut que tu offres... Parce que tu as un couteau à double tranchant. S'il n'est pas bon, le popcorn, ils vont dire... Exact. Le popcorn de François Lambert, il n'est pas bon, mais ce qui n'est pas le cas. Fait que c'est sûr que chaque petit défaut que tu as, ils vont le dire à tout le monde. C'est ça. Mais chaque qualité aussi. Chaque qualité. Puis, tu sais, je suis parti d'un gars qui était détesté pour les statuts que j'écrivais. Et là, je me ramasse, je dirais,
Puis même avant Big Brother, la vague avait changé. Puis après Big Brother, c'était encore mieux. Je faisais à un moment donné le courrier des haters. J'avais tellement de gens qui m'engueulaient que je faisais le courrier des haters une fois par semaine. Et là, maintenant, j'ai plus besoin d'en faire. Le monde s'ennuie de ça parce que j'avais des bonnes répliques. Je suis pas humoriste, mais j'avais des pas pires. Mais je suis pas chanteur non plus. Puis dans le show du matin que je fais, qui s'appelle En prenant votre café, je chante à tous les matins. Pour vrai? Et à un moment donné, j'ai essayé de chanter la chanson de ton père. Pas capable. Ça a pas passé. Puis je l'ai essayé à Big Brother aussi. Même en lisant les paroles. Votre calibre de voix? Non, mais ils l'ont coupé parce que à cause des droits de... Ils disent, on a rentré un karaoké. Et j'ai essayé vraiment de chanter. Comment s'appelle la chanson? Tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais. Ah ouais, pour vrai? Okay. Écoute, vous avez des tonalités. Ouais, c'est un registre. Écoute, j'ai essayé, puis là, c'est ton. C'est pas bon. Pissait dans ses culottes à me voir. Puis là, moi, j'ai le micro dans les mains. On y va, là. C'est moi, pas de bourgeois, mais... C'est carré, ça. Tu sais, tu disais que... Puis on va terminer là-dessus, mais moi, j'ai une question qui est... Moi puis un ami, je le salue, Joe Cormier, qui est venu au podcast. Ah oui, mais Joe Cormier, c'est millionnaire, ça. Millionnaire, ouais. Oui. Nous, on te suit énormément sur les réseaux sociaux et on s'envoie souvent tes chroniques du matin, tu sais. Oui. Et moi, je veux savoir, quand est-ce dans ta vie que c'est arrivé de te lever à 3 h du matin? Je me levais toujours tôt pour aller nager. Mais 3 h, c'est... Mais c'est parce qu'à un moment donné... Moi, c'est le milieu de la nuit. Ouais, moi, c'est je viens de me coucher. Parce qu'à un moment donné, tu fais une vidéo. Ouais. Les gens aiment. Tu t'adaptes. À un moment donné, tu finis par trouver ta couleur. Ouais. Là, tu le mets à 7 h du matin. Là, les gens disent, j'aimerais ça d'avoir plus de bonheur. Je m'en vais à job, ouais, c'est ça. OK, je vais le mettre à 6 h 30. Là, les gens veulent l'avoir encore plus tôt. Fait que là, à un moment donné, il faut que je lise les nouvelles, moi. Ouais, c'est ça. Et là, à un moment donné, avant de rentrer à Big Brother, là, je l'ai raccourci à 25 minutes, mais les gens en voulaient tellement qu'à un moment donné, j'étais rendu à 45 minutes à tous les matins. Pour vrai, hein? Et là, je me levais à 2 h 30 du matin. Ça n'a pas de sens, là. Tu te couches à quelle heure, mettons? Je me couche vers 9 h. Donc, je dors 6 heures par nuit. Ça marche. Là, je me lève à 3 h 30 du matin. Et à 5 h, je commence à enregistrer pour qu'il soit disponible à 6 h du matin. Je le mets en podcast aussi. Et ça va super bien. Puis, je parle d'entrepreneuriat, je parle des vraies nouvelles, je me moque de tous les politiciens, Valérie Plante, Denis Coderre, c'est mes têtes de Turc avec Fitzgibbon, mais jamais, juste pour s'amuser. Et je chante comme un pied à tous les matins. Ça, c'était carré, j'avais pas dit ça. Pourquoi je chante? OK, c'est très stratégique, puis le monde, c'est que et Facebook et YouTube, j'ai mis dessus, il faut être monétisé. Dernièrement, j'ai de la misère avec Facebook, là, mais... si tu es monétisé, il présente à plus de gens. Donc, il faut que tu acceptes qu'il y ait des pubs dans tes vidéos. Pour Facebook, c'est à 1 minute que la première pub embarque. Donc, tu as besoin de faire une pause. Et la manière que j'ai fait ma pause, puis à un moment donné, j'ai vu mes revenus augmenter, puis mes diffusions augmenter. Si tes revenus augmentent, c'est parce que Facebook le dispatch. C'est que j'ai une console comme vous autres. J'ai pesé dessus. J'ai fait style, c'est devenu noir. J'ai fait une pause. J'ai dit, Madame Cahouette, pesez sur le bouton, tu sais. Puis là, j'ai payé sur le bouton, j'allume, puis je me mets à chanter à peu près n'importe quoi. Voyons donc. Et là, ça a commencé, les codes d'écoute ont augmenté parce que ça crée de l'engagement. Il y a des gens qui me disent, hey, elle était bonne celle-là. Tous les matins, ou tu chantes comme un pied, arrête de chanter. Mais peu importe ce qu'ils écrivent, ça génère de quoi. Fait que maintenant, quand même que le monde chiale que je chante comme un pied. J'adore ça. Je le sais que je chante comme un pied, je ris à chaque matin pour dire je l'ai massacré. L'autre jour, j'ai chanté l'année passée In the Ghetto. Je trouve que j'étais pas pire. Un matin, j'ai chanté Tom Jones parce que il y a 81 ans, il vient de sortir un nouvel album dernièrement. Ça a-tu bien été ce matin? Le monde m'a dit oui. Ah ouais, t'étais sans note. Écoute jamais. François Lambert, il était sans note un matin. Jamais sans note. François, ça a été un plaisir de te recevoir. Je pense qu'il va falloir que tu reviennes. On a fait même pas à moitié. Pour vrai, c'était un plaisir de te recevoir, François. Merci les gars. Vraiment, là, c'est tellement intéressant. Non, mais moi, l'entrepreneuriat, moi, ça me parle énormément. Puis de voir ça de l'œil d'un gars, d'un sportif qui a de la drive, moi, ça m'impressionne puis ça m'intéresse. Mais vous êtes des entrepreneurs. Dans un sens. Vous êtes votre propre produit et vous devez vous marketer. Complètement. Donc, à tous les jours, vous devez sortir du lot parce que vous avez de la compétition. Vous devez sortir du lot, vous devez... trouver une place, vous devez arracher une place de spectacle à quelqu'un d'autre. C'est comme ça, puis vous devez vous renouveler. Puis l'entertainment money est de moins en moins gros. C'est ça, le dollar loisir a baissé. Le dollar loisir, avec la pandémie. Mais regardez, puis je fais une autre parenthèse, regardez Damien Robitaille. C'est complètement réinventé. Je ne sais pas s'il fait de l'argent avec ça, mais on le voit partout. Donc tu vois que
il y a toujours moyen de trouver un moyen de percer quelque part. Mais complètement. François, on peut tes produits sont sur françoislambert.one. Oui. On peut regarder tes. Fait que c'est le matin et à 17h. Des fois, tu fais des. C'est toujours vers 6h, c'est pas en direct. OK. Je fais c'est préenregistré. Et le soir à 17h, 7 jours sur 7. C'est en direct. Et le samedi soir, ma blonde, qui est une chanteuse, elle chante. Donc, c'est elle qui va chanter la vraie. Nice. Je chante pas le soir. Mais, ça, c'est un gars de matin. Mais le 17h, c'était vraiment en direct. Et là, j'ai un paquet de sujets que je prépare toute la journée. Et les gens, après ça, on interagit ensemble. Puis, ou c'est pour les adeptes de bourse aussi. Des fois, tu en fais au milieu de la journée. Oui, mais j'appelle ça comment? Lunch break. J'en faisais tout le temps parce que je veux montrer aux gens qu'il y a moyen de faire une carrière de day trader, faire de l'argent. Et ne pas obligé d'aller dépenser pour suivre un cours. Il y a une technique il y a moyen de se simple. faire 100%. Et je me suis fait ramasser par tous les day traders. Quand ils ont vu que 9 mois plus tard, ils m'ont demandé mais quand est-ce que tu vas montrer tes pertes? Ben, c'est pas j'en ai pas. Okay? Ah ouais, c'est ça. Donc, je suis pas patient. Et mon but, j'ai investi 50 000 US à chaque transaction. Et mon but est de faire 500$. Dès que j'ai 500$, c'est fait. Tu t'en vas. Mais il y a des matins que j'ai déjà fait 8 500$. Oui, c'est ça. Des fois, je suis bien positionné. Je peux faire jusqu'à 15-20 transactions en 1h30. Mais puis j'ai perdu une seule fois de l'argent. Une journée, j'ai perdu 400$. Là. Mais je l'ai écouté une couple de fois, puis de la façon que tu expliques, c'est... Tu vulgarises très bien. Non, mais tu vulgarises vraiment bien. Mais il faut que je recommence. Il y a beaucoup de demandes. C'est juste que je manque de temps. Mais je vais recommencer d'ici 2-3 semaines. C'est quand même fou c'est quand même fou de dire qu'un gars qui se lève à 3 h du matin manque de temps. Ça veut dire que t'as une grosse journée. Tu sais, mon horaire est quand même... Ben, tu sais, j'enregistre, je lis les journaux de 3h45 à 5h. 5h, il faut que j'arrête, peu importe. Faut que tu commences. Faut que j'allume la caméra. Jusqu'à 5h30. Après ça, ben, ça prend à peu près une demi-heure à mettre en ligne. Puis mettre le sujet, parce que sur YouTube, tu peux mettre tes chapitres. Il faut que je me réécoute pour pouvoir trouver les chapitres. Puis après ça, j'aime ça échanger. Fait que là, ce que je fais de 6h30 à 8h30, tous les jours, je m'entraîne en répondant aux gens. OK. Donc, mon gym est dans la maison maintenant, fait que je ne vais plus nulle part. Je m'entraîne, je réponds aux gens, puis... ça marche, là, comme ça, après ça, je m'en vais répondre aux affaires, je travaille sur mes projets. C'est vrai, c'est la business. Mais je regarde toujours la bourse. Vers 9h30, là, c'est pas le temps de l'appeler, là. Quand ça ouvre, là... C'est quand ça ouvre, là, c'est le feu d'artifice. Ça pète, là. Mais un gros merci, François, d'avoir été là. Merci, les gars. Super le fun. Apporte-moi ton